La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à Vlad également. Bonsoir Vlad. Bonsoir Mandax. tu vas rire, je suis en pleine recherche de mon édito. Alors là, ça n'arrive jamais. Tiens, ça n'arrive jamais dans l'émission, notamment que Vlad ne soit pas préparé, parce qu'on est là depuis 5 minutes quand même. Il vient de se rendre compte qu'il n'a pas ouvert son document pour lire son joli éditorial. 5 minutes, c'est pas bien d'arriver en retard. Je suis un fifre. C'est un troll. Donc nous sommes ici donc avec Tom à la technique, avec Lucky. Salut. Et avec Vlad. Bonsoir. Et nous avons un invité prestigieux que l'on vous dévoilera, enfin le nom vous l'avez déjà, mais on vous le dira à la fin de l'édito. Je laisse la parole à Vlad. Eh bien, laisse-la moi. Et j'annonce, celui qui se méfie des scénarios paranormaux, qui dénonce la pensée magique, qui suspecte la matière d'être capable d'expliquer par elle-même le monde dont il est témoin, qui pense que la psychologie et la sociologie donnent à voir des déterminismes cachés, éclairant les mystères des légendes et des religions. Celui qui pense que toute vérité est bonne à croire à condition de l'avoir fait passer au crible de la pensée méthodique, qui décline l'offre de vérités absolues des spiritualités vendues sous le sceau de la tradition ou de l'exotisme, ou des deux, celui qui veut savoir pourquoi il pense savoir ce qu'il sait, et qui aimerait que les autres en fassent autant, qui rechigne à accorder à chacun le droit d'avoir raison contre les faits, et s'entête à douter même de ses doutes, celui qui veut que ses connaissances soient toujours sur la sellette afin d'être remplacées dès que s'annonce une alternative plus vraisemblable, celui qui est agaçant, parce qu'à force de ne pas prétendre avoir définitivement raison, il réussit à ne jamais avoir vraiment tort dans sa démarche, celui qui maîtrise le doute raisonnable, celui-là est familier, plus qu'il ne le voudrait, avec l'acrimonieuse accusation du crime honni contre la pensée, la salissure intellectuelle qui voudrait souvent clore les débats d'idées. Celui-là, c'est un scientiste, mesdames et messieurs. Le scientisme consiste à penser que la science a réponse à tout. La moindre de vos questions, vos petits embarras, vos lourdes angoisses, tournez-les vers la science, et elle vous apportera des solutions. Parmi les questions qu'on se pose, et depuis longtemps, il y a celle du sens de la vie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que la conscience ? À quoi sert l'univers ? Chacun peut imaginer son lot de questions métaphysiques, et le scientisme consisterait à dire que la science a les moyens d'y répondre. Je n'ai jamais croisé ce genre de scientistes chez les sceptiques, les zététiciens, les rationalistes. Mais peut-être ces gens existent-ils ? Peut-être faut-il apprendre à reconnaître les adeptes des sciences holistiques ? Nous allons nous poser la question de ce qu'est la science, telle que pratiquée dans les mondes académiques de nos jours, dit sur ses propres limites. Nous verrons qu'elle ne prétend pas répondre à la question du sens de la vie. Et pourtant, certains semblent le croire. Elle ne dit rien sur l'existence de Dieu. Et pourtant, là encore, des scientistes nous disent le contraire. Pour cette année 2016, nous recevons un scientifique pour lui demander d'éclaircir un peu la notion du scientisme et celle du positivisme, pour retrouver ensemble les contours du périmètre d'action de la science et décrypter la position relativiste qui lui dispute sa place unique dans le paysage de la connaissance. Cet invité, c'est Guillaume Lecointre, systématicien et professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir monsieur Lecointre, professeur Lecointre. Bonsoir. Donc, Bonsoir. On a décidé qu'on se tirait dessus pour des raisons évidentes d'hygiène. Juste voilà, pour la fluidité des échanges, mais sachez que personnellement je suis assez fan du personnage, on va dire. Voilà, c'est pas n'importe qui, monsieur Lecointre. Et notamment, j'aimerais qu'il nous présente un petit peu son métier et ce qu'il fait et pourquoi on l'a invité. Mais j'aimerais juste vous dire quand même que, au fait d'armes, depuis que monsieur Lecointre est passé, les poissons n'existent plus. Voilà, mais ça a l'air de rien comme ça, mais du coup, pour pas dire de bêtises, que je le dirais mal, je vais lui laisser vous dire ce que c'est que le métier de systématicien et comment est-ce qu'il a fait pour casser les poissons, voilà, en 2 minutes. Alors, j'ai dû casser Skype aussi, parce que je vous vois plus, là. Non, c'est moi, parce que pour le flux, j'ai coupé la vidéo, mais voilà. Ah bon, d'accord, ok. Bah oui, la systématique, c'est la science des classifications, c'est-à-dire c'est la science qui propose des liens cohérents entre des concepts, le concept de mammifère, le concept de poisson, des noms, des mots qu'on pose sur ces concepts, et des objets réels, des individus qu'on met dans des collections du Muséum national d'histoire naturelle notamment.
Donc la systématique, c'est la science qui gère les noms, qui gère les concepts et leur relation avec des objets du monde réel. C'est la science des classifications. Voilà. Alors si les poissons n'existent plus, Voilà. c'est qu'une classification qui n'existe plus dans le vocabulaire zoologique, j'entends. C'est qu'une classification est faite en fonction d'un cahier des charges, c'est-à-dire d'une intention. Elle doit remplir un objectif, et cet objectif, c'est bien le classificateur qui le fixe. Eh bien, l'objectif des classifications, depuis 150 ans, c'est de faire des classifications qui reflètent les degrés de parenté entre les espèces. Et figurez-vous que les différents poissons que l'on connaît ne sont pas apparentés entre eux. Enfin, moins qu'avec d'autres. Une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Voilà, c'est ça. Pose un problème pour la cohérence du concept de poisson. Étonnant. Et voilà, et donc du coup, d'autres concepts ont remplacé le concept de poisson. Le concept de poisson, il est toujours légitime chez le poissonnier, car chez le poissonnier, le cahier des charges est différent. On vient là pour se nourrir, on vient là pour chercher quelque chose qui est en rapport avec une palette gustative. Et donc là, pour le coup, il y a une cohérence gustative au poisson, mais il n'y a pas de cohérence en termes de parenté, c'est-à-dire en termes phylogénétiques. Et les poissons, ça restera donc bien chez le poissonnier, mais ça aura disparu du vocabulaire zoologique. Et ça, c'est pas rien. Donc voilà, donc nous avons avec nous un spécialiste des sciences de la vie et vous, enfin, je veux dire, donc tu interviens assez régulièrement aussi pour tout ce qui est comment dirais-je, questions philosophiques sur la science, sur les contours de la science, etc. Et notamment, j'ai Yann Tenesi, à qui je dis bonjour, qui apparemment t'a vu passer dans sa fac il y a quelques semaines pour parler de ces questions-là. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a posé le mot scientisme parce que nous, c'est un mot qu'on croise un peu trop souvent. Les gens nous reprochent, à nous et à d'autres, en général aux zététiciens, d'être scientistes. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on voit ensemble, déjà, qu'on pose qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Oui. Voilà. Tout d'abord, si j'interviens sur des questions de philosophie des sciences, c'est pas en tant que philosophe professionnel, c'est en tant que scientifique praticien, en tant que scientifique conscient de son rôle social, c'est-à-dire que les sciences de l'évolution dans lesquelles je travaille, ce sont des sciences qui, à l'extérieur, par des associations, par des partis politiques, se voient nier. On vient, quand on est dans les sciences de l'évolution, en biologie, en anthropologie ou en planétologie, on vient à la philosophie des sciences un peu par le fait que on est toujours étonné de voir que nos publics, les partis conservatrices, les franges conservatrices des partis conservateurs politiques, nient l'évolution ou voudraient en amoindrir la portée et surtout voudraient éviter qu'elle soit enseignée à l'école publique. Voilà. Et donc, c'est pas qu'il y a un problème spécifique à ces sciences de l'évolution, elles ne sont pas plus fragiles ou moins étayées que d'autres sciences, c'est simplement qu'elles posent des affirmations sur les origines naturelles de l'homme, les origines naturelles des espèces, les origines naturelles du monde naturel qui nous entoure, et les monothéismes, entendez bien, avoir comment dire, le monopole des explications. Oui, le monopole des discours sur les origines. Donc, c'est pas une bataille scientifique qui nous est livrée, c'est une bataille éducative. C'est-à-dire que la cible, c'est les écoles, et il faut que l'évolution soit dénigrée de manière à éviter à ce qu'elle soit enseignée dans les écoles. Donc, c'est par ce chemin-là qu'on arrive finalement à faire de la philosophie des sciences, mais en tant que scientifique, j'allais dire de tous les jours, enfin, en tant que vraiment praticien des sciences. Oui. Alors maintenant, je vais répondre à la question sur le scientisme. Du coup, un mot que tu dois entendre aussi. Non, pas vraiment. Non, en fait. D'accord. Non, pas vraiment. C'est pas un mot vraiment courant. Je le rencontre pas si souvent que ça. Ça dépend à qui on est confronté, je pense aussi. Bah oui, voilà. Le préambule, votre préambule posait assez bien les choses. C'est-à-dire que le scientisme, il est cette posture qui consiste à penser que la science va répondre à l'ensemble des questions posées par la psyché humaine. Mais la psyché humaine, elle pose des questions parfois mues par une volonté sincère et curieuse de comprendre rationnellement ce qui se présente à nous dans le monde réel. Et parfois, la psyché humaine, elle pose aussi des questions pour se rassurer. Voilà. Et la première chose qu'on a envie de dire, c'est ne frappez pas à la mauvaise porte. Adressez-vous à la bonne porte plutôt. C'est-à-dire que les sciences, telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui, collectivement organisées,
ne sont pas structurés pour rassurer les gens, ni pour prescrire des comportements moraux, par exemple. Les comportements moraux et puis les mesures législatives qui pourraient en découler, ça se décide tout ça dans l'arène des citoyens. C'est pas dans l'espace du laboratoire que ça se décide. Les scientifiques sont légitimes sur le monde physique au sens large, mais depuis 200 ans, ils ont renoncé collectivement, dans la façon dont leur profession est organisée, ils ont renoncé à aller prescrire quoi que ce soit en métaphysique, c'est-à-dire dans cette partie du monde sur laquelle on réfléchit et qui n'aurait pas de lien direct avec le monde physique. Les discours métaphysiques, ou plutôt sur la métaphysique, ces discours sont tenus par des professionnels que nous ne sommes pas directement, par les philosophes. Et professionnellement, la façon dont les sciences se sont professionnalisées depuis 2 siècles, eh bien, nous nous sommes restreints, nous les scientifiques professionnels, au monde physique. Alors évidemment, nous ne prescrivons rien en métaphysique ni en morale, même si évidemment les résultats des sciences sont passivement contraignants pour la philosophie, pour une philosophie qui aurait décidé de prendre les sciences au sérieux. Oui. Effectivement, les résultats des sciences sont intrinsèquement contraignants. Si vous voulez dire le contraire de ce que disent les sciences, il va falloir vous lever de bonne heure. Du moins, si nous suivons les mêmes règles d'acceptabilité de l'objection, eh bien, il va falloir se lever de bonne heure pour contester ce que disent les sciences. Mais pour autant, les scientifiques n'ont pas produit leurs résultats à dessein, voyez, pour prouver ou pour accréditer une certaine posture métaphysique ou pour en réfuter une autre. Il ne faut pas confondre les buts. La science a un but qui est juste d'apporter des réponses à des questions auxquelles on peut apporter des réponses. Déjà. Mais pas n'importe comment. Oui. Expliquer rationnellement et collectivement, pas n'importe quel monde, le monde réel. Oui. Là, je suis en train de... Ce que je dis là n'est certainement pas scientiste, justement parce que les mots que j'ai apportés délimitent quelque chose, délimitent un périmètre de légitimité, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que expliquer rationnellement, effectivement, les sciences ne s'occupent pas ni de rassurer, ni de produire un discours onirique ou artistique ou esthétique sur le monde. Elles entendent d'abord apporter un discours rationnel qui donne à la raison la possibilité d'appréhender ce qui existe et d'expliquer ce qui existe. Il y a des gens qui vont dire que malgré tout, leur manière de... qui vont confondre justement leur manière de se rassurer avec la science, et qui ne veulent pas que la science dise autre chose que ce que vont dire. Ce qui les rassure. Donc c'est le problème de la limite, de la délimitation, en fait. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Nous ne sommes pas toujours... comment dire, si bien armé pour faire la distinction entre le type de questionnement que l'on souhaite pour se rassurer et le type de questionnement que l'on souhaite pour comprendre rationnellement le monde. Hein, on y reviendra. Mais sur le scientisme précisément, énoncer quel est le périmètre de légitimité des sciences, c'est précisément énoncer sa condition d'efficacité. C'est-à-dire que si nous prescrivions des comportements moraux, si nous prescrivions, si nous avions la puissance de prescrire, allons-y, carrément des lois, hein, si nous étions là pour rassurer les gens sur ce qui se passera après la mort, par exemple, eh bien, il faudrait s'attendre en retour à ce que la philosophie, la politique et la religion viennent dicter ce qui est moralement acceptable à trouver en science. Or, les sciences, si elles ont leur autonomie dans la validation des savoirs, je ne parle pas des applications technologiques, oui, hein, je parle de l'autonomie dans la validation des savoirs. Ça, c'est important, ça, peut-être de revenir là-dessus. Cette autonomie, elle a été gagnée justement parce que nous nous restreignons au savoir sur le monde physique au sens large, c'est-à-dire avec tous ces niveaux d'intégration, jusqu'au niveau social et économique, bien sûr. Hein. Nous nous restreignons au monde physique et nous laissons de la place, nous laissons finalement... des territoires spécifiques à la philosophie et à la théologie. Donc le scientisme, revenons-y, le scientisme consiste à penser que les sciences pourraient satisfaire tous les types de questionnements de la psyché humaine et apporteraient des solutions à tous les problèmes humains. Or, les scientifiques sont beaucoup plus humbles que ça. Justement, leur condition d'efficacité, elle est liée à des limites qui, si on les a bien comprises, évitent un certain nombre de conflits entre le registre des faits, le registre de la morale
et le registre religieux et le registre législatif. Je vous le fais très court. Je suis, en tant que scientifique, relativement libre de tester des hypothèses dans le champ des faits. Est-il dangereux de fumer, par exemple? On va faire un certain nombre de manips, d'enquêtes épidémiologiques pour savoir si effectivement il est dangereux ou pas de fumer pour la santé. Alors, je crois que la réponse est oui. Les gens qui se demandent, on peut leur dire c'est oui. Tu ne spoiles pas les résultats de l'étude. Excuse-moi, c'est de la science, on peut spoiler. C'est un exemple simpliste, effectivement, mais entre le registre des faits, il est dangereux de fumer pour la santé, et je peux le tester. Les résultats scientifiques tirent leur légitimité justement du fait qu'ils sont tout le temps questionnables et qu'ils sont tout le temps sommés, en quelque sorte, de se justifier rationnellement. Et la légitimité provient du fait que les résultats ont résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Oui, mais à cela, juste du coup, pour être l'avocat du diable, à cela, les gens vont dire oui, mais il y a des lobbies, il y a des gens qui ont des intérêts à ce que les sciences pointent vers tel résultat plutôt que d'autres. Comment est-ce qu'on peut faire confiance? Caricature. Alors, il faut regarder au cas par cas quelle est la puissance d'action de ces lobbies sur tel ou sur la décision. Ça a un tout petit peu planté. Optimiste que les scientifiques font. C'est revenu. C'est que les résultats qui sont produits, quand bien même seraient-ils financés par des gens intéressés, de toute façon, le pari optimiste qui est fait, c'est que ces résultats, ils tomberont à l'eau s'ils ne sont pas corroborés par des équipes indépendantes. Et l'action des lobbies dont vous parlez, il s'agit des sciences appliquées, pas tellement des sciences fondamentales. Il s'agit surtout des sciences appliquées. Oui, mais admettons qu'il s'agisse des sciences fondamentales. De toute façon, le pari qui est fait, et c'est pas un pari, on constate qu'un résultat qui n'est publié qu'une seule fois, qui n'est jamais corroboré, ou dont on n'arrive pas à reproduire, en fait, finit par tomber aux oubliettes. Donc finalement, le pari optimiste, c'est que sur le long terme ne subsistera que ce qui aura passé le crible de multiples tentatives de déstabilisation et qui aura résisté à cette déstabilisation. Ça, c'est une réponse à long terme, et les gens veulent des réponses à court terme. Par exemple, le climat. La validation des savoirs, c'est un contexte collectif qui fonctionne à long terme. Je suis d'accord, mais juste par rapport au type de questions et de reproches qu'on entend, c'est par exemple le climat. On a un consensus qui existe depuis quelques années, mais justement, entre guillemets, c'est sur du court terme qu'on a ce consensus. Alors, il est très solide, et moi, je suis convaincu qu'il faut l'écouter. Je vois pas ce que tu veux dire, c'est très bien l'effet de serre, ça fait pousser les légumes. Oui, on a des gens qui disent ça, oui. Mais typiquement, la réponse que tu apportes en termes de long terme, elle est valide, bien sûr, mais du coup, elle met en porte-à-faux par rapport à ce genre de consensus qui, somme toute récent, ça fait 5-6 ans, peut-être plus, mais ça fait moins de 20 ans qu'on a ce consensus. Donc du coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et pourquoi? Alors, il n'y a pas de mesure absolue du temps au bout duquel une connaissance va se stabiliser. Ça dépend du nombre de personnes qui travaillent sur le sujet aussi. Et donc, s'il y a beaucoup de programmes qui se lancent sur le climat, je ne peux pas dire au bout de combien de temps la fiabilité va être atteinte à l'échelle collective. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, il faut être humble par rapport à ces remarques-là, mais malgré tout, on a quand même des gens qui utilisent ce type d'argument pour descendre la science, entre guillemets, en tout cas pour descendre un certain consensus. C'est vrai pour les vaccins également, alors que c'est beaucoup plus vieux comme connaissance. Je voudrais revenir quand même. Oui, je coupe, pardon, je suis mal élevé. Parce qu'on s'égare sur des exemples là, mais il y avait le registre des faits. Oui. Alors, il y a le registre moral qui est tu ne dois pas fumer. Et qui n'est que partiellement relié aux faits. C'est-à-dire que s'il est dit effectivement que fumer est dangereux pour la santé, alors tu ne dois pas fumer, tu ne devrais pas fumer parce que tu fais porter à toi-même un risque que, en plus, par tabagisme passif, tu fais porter à d'autres en même temps. On peut étayer l'argument, quoi, la question. Alors voilà, ce n'est pas parce que le registre moral tu ne dois pas fumer est en partie fondé sur une question de fait. On ne peut pas dire que ce registre est complètement indépendant des faits, bien sûr. Mais il n'est pas que cela. Il n'est pas directement tiré des faits. Il est surtout tiré d'une considération morale qui consiste à ne pas faire porter aux autres un risque qu'on sent pour soi-même. Et donc, le registre moral est beaucoup plus complexe que le seul registre des faits. Il y a une couche superposée, si on veut. C'est pas pour autant que les scientifiques auront produit un résultat pour que le registre moral en soit ainsi. Oui, c'est la différence entre décrire et prescrire, c'est ça? Oui, voilà.
Et il y a le registre législatif. Également. Il est interdit de fumer. Donc il y a 3 éléments. Il y a le registre des faits qui est indépendant. Le registre moral peut choisir, s'il le souhaite, de se fonder sur les faits. Mais parfois, il ne le fait pas du tout. Il y a des prescriptions morales qui sont complètement absurdes du point de vue des faits scientifiques, parfois. On en trouve. Et le registre législatif, qui, lui, de son côté, interdit de fumer. Pourquoi ? Parce que là, à cet endroit, le législateur, pour le bien commun, et en particulier, si on veut, en quelque sorte, ne pas gâcher d'argent à soigner des gens qui n'auraient pas eu les comportements collectivement responsables, eh bien, on va dire, il est interdit de fumer dans cet endroit-là parce que vous faites porter à autrui un risque que vous consentez pour vous-même et qu'à l'échelle collective, à l'échelle même de la communauté nationale, eh bien, on est tous soumis à la même loi qui consiste à ne pas fumer dans tel ou tel lieu public. Là aussi, c'est fondé en partie sur des questions de faits, mais encore une fois, les scientifiques n'auront pas produit ces faits à dessein. C'est-à-dire que le scientisme, qui pourrait porter à croire que les scientifiques sont puissants dans tous les registres, le registre moral ou le registre politique, et qu'ils apportent des solutions à tous les problèmes, manque de discernement dans la mesure où ce n'est pas parce que, je répète, c'est parce qu'un résultat est fourni qu'il est fourni à dessein pour prescrire un comportement moral ou une loi. Les scientifiques s'arrêtent au registre des faits. Alors, mais quelqu'un par exemple, de positiviste qui pense que la science peut apporter pas mal de choses pourrait quand même répondre à ça. Je me fais l'avocat. Je dis que à cela, on pourrait quand même répondre que malgré tout, je n'ai pas compris le début de la phrase. Mais je la refais parce qu'elle était mal partie, donc je la refais. Je recommence. On coupera au montage ou pas. N'oublie pas. Articule. J'articule. Bonjour Guillaume Lecointre. C'est du direct ? C'est du direct, bien sûr, mais il y aura un replay vidéo normalement après. Ça ne sera pas coupé. Et ça ne sera pas coupé parce qu'on est honnête. Alors, je disais juste que, je sais plus, que à cela, certains vont quand même répondre que autant le sens moral que les lois, malgré tout, sont éclairés par les résultats scientifiques. Et que donc que les scientifiques ont un rôle à jouer, et d'une certaine manière, on te dit que c'est pas en leur pouvoir, mais malgré tout, dans une société où on reconnaît l'intérêt de la science, son intérêt va jusque-là. Ça va jusqu'à éclairer et éventuellement modifier le point de vue moral, par exemple, sur le racisme. On sait que le racisme, à l'heure actuelle, c'est immoral parce qu'en plus, on sait que c'est basé sur des idées de différence qui ne sont pas vraies. Si les idées de différence étaient vraies, la science n'aurait rien à dire, mais en l'occurrence, la science apporte un éclairage qui modifie la valeur morale, je pense. Peut-être que j'ai tort. Et idem pour les lois. Les lois sur le tabagisme, c'est bien parce que les scientifiques ont montré qu'il y avait un effet que les législateurs se sont sentis obligés de réagir à ces faits. Enfin voilà, c'est juste pour dire que quand même, malgré tout, on peut dire que la science va jusque-là ou pas ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense alors, vous avez parlé du positivisme. Oui. Le positivisme qui consiste à considérer que les connaissances obtenues par la science sont source d'une amélioration, potentiellement source d'une amélioration de la condition humaine, ce qu'on appelait à un moment un progrès. Oui, bien sûr, on peut en faire le pari. Mais ça ne sera jamais qu'un pari. Pour autant, le fait qu'un résultat scientifique soit passivement contraignant n'implique pas nécessairement quelque chose dans le champ moral ou dans le champ législatif. Non, c'est pas nécessaire. Et donc, même si on a confiance en la science, il reste quand même tout un tas de choses contre lesquelles on ne légifère pas, et dont on sait très bien qu'elles sont absurdes du point de vue des faits. Sur le racisme, par exemple, la science explique qu'il y a des caractères raciaux, mais comme ils ne sont pas cohérents entre eux, chez l'humain, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait des catégories robustes qu'on pourrait appeler des races. Ces races n'existent pas en tant que catégories robustes. Ouais. Et donc, la bonne raison de ne pas être raciste, elle n'a pas vraiment rapport avec ça. La bonne raison de ne pas être raciste, elle est vraiment morale et politique. Le racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est cette croyance cette certitude en l'existence de races à partir desquelles on pourrait donner aux individus, on s'autoriserait à donner des individus des droits différents. Oui. Le racisme, c'est la transcription d'une différence biologique érigée en race
Et à part là, on cherche à justifier une inégalité en droit. Évidemment que le racisme n'est pas fondé puisque les catégories qu'on appellerait des races humaines ne sont pas robustes, d'une part, mais surtout elle n'est pas fondée parce que dans l'arène des citoyens, nous avons jugé qu'il était immoral de vouloir traduire des inégalités biologiques en inégalités en droit. D'accord, donc c'est totalement indépendant. Donc même si les races avaient été robustes, on aurait pu choisir de ne pas en tenir compte. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui, quand bien même les races auraient-elles existé, eh bien, le racisme ne s'en serait pas trouvé justifié. Et donc, par exemple, en admettant que la science montre qu'il y a des différences réelles entre les hommes et les femmes en termes de capacité intellectuelle dans tel ou tel domaine, en admettant, parce que j'entends des gens qui refusent tout résultat scientifique dans ces domaines-là. Tu dois impérativement arrêter d'utiliser cet exemple, s'il te plaît. L'exemple du féminisme est intéressant parce que c'est vraiment important. Après, c'est moi qu'on engueule dans le chat. Arrête. Et je suis pas contre. Hein, je suis antisexiste, c'est important. Mais c'est juste pour expliquer que la science ne peut pas être l'ennemi du féminisme, même si elle apportait des preuves, admettons, qu'il y a des vraies différences. C'est pour avoir ton avis là-dessus. Je pense que ça rejoint ce que tu dis là, en fait. Oui, c'est ça, c'est que quelle que soit l'issue, en fait, ce en quoi un scientifique tient, c'est à l'autonomie des résultats. Il n'y a pas de registre moral, politique ou religieux qui aurait le droit ou la légitimité de venir dicter aux sciences quels résultats sont recevables et quels résultats ne le sont pas. Mm-hmm. C'est ça que j'appelle l'autonomie dans la validation des savoirs. Il y a eu une époque où on n'aurait jamais découvert que la Terre est sphérique. Et puis une autre époque, il n'aurait jamais fallu découvrir que nous sommes cousins des singes. D'ailleurs, nous sommes des singes, en l'occurrence. Ouais. Et puis, il y a toute une foule de résultats qui n'auraient jamais été obtenus parce que les registres imaginaires, culturels, moraux et politiques des époques correspondantes ne les auraient pas supportés, quoi. Et donc, cette autonomie relative dans la validation des résultats, il faut que nous ayons une certaine humilité pour nous la garantir, finalement. Je sais parce que là j'ai jeté un œil sur le chat et du coup j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Mais voilà, par rapport, pour revenir sur le thème du scientisme et sur le fait que lorsqu'on a préparé l'émission, tu m'as dit un truc qui m'a fait quand même, que je trouve hyper intéressant par rapport à l'angle de l'émission, c'est à savoir les scientistes ne sont pas forcément là où on croit qu'ils sont. Et est-ce que tu peux développer ça parce que c'est ça qui est intéressant en fait, je trouve. Bah oui, parce qu'en fait, j'allais y venir tout à l'heure, tout à fait. Il existe des gens qui pensent que, justement, il serait du devoir des scientifiques, à l'échelle collective, les scientifiques au pluriel, d'examiner les conséquences métaphysiques de leurs découvertes. Mmh. Et en quelque sorte, de prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Prendre ses responsabilités, comment dire, ce sont des gens qui pensent que les sciences doivent être mobilisées dans un warming trend, c'est-à-dire un réchauffement, une tendance au réchauffement entre science et religion. Ah oui. Les sciences doivent s'occuper de métaphysique et doivent s'occuper de religion, sinon elles se couperaient de la société, croit-on. S'occuper, il y a différentes acceptions. Oui, c'est vrai. Le mot est ambigu, c'est vrai. En tout cas, c'est énoncer quelque chose à l'échelle collective dans ces ordres-là. Je pense que, précisément, c'est du scientisme. Il existe en France et aux États-Unis un spiritualisme scientiste, c'est-à-dire une posture métaphysique qui voudrait que d'autres entités immatérielles par définition soient mobilisables au laboratoire pour expliquer le monde réel, notamment les esprits, l'intervention divine. Dans le journal Le Monde, ces gens écrivent on ne peut faire de science sans Dieu aujourd'hui, vous voyez. Ouais. Et ces spiritualistes-là souhaiteraient que les sciences s'occupent d'autre chose que du seul monde réel, du seul monde physique en fait. Mais il s'agit d'ascientisme précisément, parce qu'on demande aux sciences de s'occuper de questions pour lesquelles elle n'est pas outillée depuis 200 ans. Au laboratoire, je suis désolé, mais je ne sais pas comment appréhender des entités conçues a priori comme immatérielles. Il y a des gens qui vont dire qu'ils savent. Il y a des gens qui vont dire qu'eux, ils savent comment appréhender cela. Alors, ils ont des instruments de mesure pour ça. Oui, voilà. Non, mais alors, dans ce cas-là, qu'ils les créent et qu'ils publient, oui. et que
que les expériences soient reproduites. Parce Et que on va nous dire que oui, mais la question de la science, c'est une question encore une fois, je soulignais le caractère collectif de la validation des résultats, c'est-à-dire qu'un résultat qui n'est pas reproduit est oublié. Les gens voudraient que leur certitude, enfin les personnes dont vous parlez, je pense, voudraient que leur certitude soit, comment dire, admise de tous, sans payer le prix de l'effort expérimental que les scientifiques font entre eux. En fait, on n'objecte pas en science selon n'importe quelle règle. Il y a des règles d'acceptabilité de l'objection. Elles doivent être rationnelles, elles doivent être fondées sur des éléments testables, instanciables dans le monde réel. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut, s'il y a des entités immatérielles qui jouent, je sais pas moi, l'élan vital, les esprits avec un grand E qui traversent les murs, les anges, les fantômes, l'intervention divine. Si vous voulez servir de tout ça au laboratoire, il faut pouvoir donner par lesquels vous allez appréhender ces entités qui sont supposées intervenir. Et vos collègues vont devoir, comment dire, si vous voulez être pris au sérieux, il va falloir que vos collègues puissent reproduire la manip. Avec, alors ça, ils vont dire que c'est trop rigoureux, tout est dans la tournure de l'esprit, il faut être ouvert, parce que quand on n'est pas ouvert, quand on est sceptique à ce moment-là, forcément on empêche les phénomènes d'arriver. C'est ce qu'on a en parapsychologie, par exemple. Il y a beaucoup de phénomènes. Peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut convaincre les scientifiques, et c'est là que la question du périmètre est importante, si on veut convaincre des scientifiques, il faut accepter de jouer le même jeu, c'est-à-dire... Vous voyez, je vais faire une métaphore. Dans une cour de récré, on joue à un jeu, mais le fait que le jeu est efficace et qu'on s'amuse bien, c'est qu'on est tous d'accord pour observer la même règle. Bien sûr. Si celui qui ne suit pas la règle du jeu, on appelle ça un tricheur. Et en général, le tricheur, finalement, il commet une sorte de trahison. Il est mal vu, le tricheur. Alors, il y en a qui s'amusent de tricher après. Bon, on rencontre ça partout, mais en science, c'est pareil. Si on veut affirmer des choses dans la cour des scientifiques, il faut accepter de leur faire admettre ce qu'on veut leur faire admettre en observant la même règle du jeu. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible. Moi, j'ai toujours refusé d'être devant un public face à un créationniste, parce que c'est comme si on était sur un ring avec des gants de boxe. Il y en a un qui a des enclumes dans ses gants de boxe et l'autre qui n'en a pas. Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresserait tous les coups sont permis. Qu'on reparle de ça, du dialogue avec les pseudosciences, avec les créationnistes, etc. C'est un peu de ça dont on parle là, effectivement. Oui, mais pour arriver à... Là, on est dans le cas de figure où les gens dont vous parlez veulent faire admettre quelque chose aux sciences sans en payer le prix de la rigueur, si vous voulez. Oui, la science a un périmètre, et quand on veut rentrer dedans, forcément, il y a... Faut jouer le jeu, sinon on peut pas simplement, les scientifiques ne pourront pas être convaincus d'affirmations qui sont énoncées en leur nom, au nom de leur profession, sans qu'on ait suivi les exigibles de la profession. Car dans cette profession, il y a des attendus cognitifs. On va en parler juste après. Je me tourne d'abord vers Vlad pour avoir un aperçu de ce qui se passe dans le chat, s'il y a des choses récurrentes, est-ce qu'on peut répondre à ça. Après, on fera la pause musicale. Mais Lucky aura une petite phrase à dire, je crois, au public avant. Mais bon, vas-y, Vlad. Non, en fait, il n'y a pas de sujet qui est traîné comme on a pu avoir quelques fois, où il y a une petite baston sur le sujet de Dawkins et de Gould. Oui. C'est tout. Ça, c'est la biologie, donc on n'est pas vraiment dans le encore que. Et alors, on a reçu une question. Une question. Absolument. Qui est: dans une société surmédiatisée où l'annonce est plus importante que les résultats, comment entendre réellement les scientifiques ? Ah, très bonne question. On en parle souvent entre nous, mais oui. En fait, effectivement, c'est vrai. Nous vivons une époque où le temps de l'annonce, le temps de l'effet de l'effet de visibilité, enfin l'effet recherché dans la visibilité. Le temps médiatique est différent. Le temps médiatique est extrêmement, de plus en plus différent en fait, extrêmement rapide par rapport au temps de stabilisation des connaissances. Il fut une époque où, je ne vais pas vous faire le papy, c'était mieux avant. Okay. Néanmoins, il y a quand même eu une époque où un résultat était publié dans un journal spécialisé. Les équipes en parlent en congrès. Une équipe
autres testent le même résultat. Bref, on arrive à converger au bout d'un an ou deux, ou 5 ans, enfin quelques années, on arrive à converger vers le résultat. Le résultat est acquis, on va dire, il fait l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique et il finit par passer effectivement dans des journaux de semi-vulgarisation, comme le serait aujourd'hui pour la science ou la recherche, et puis dans des journaux de plus grande vulgarisation. Ça percole lentement, quoi. Voilà. Mais ça date même d'avant la toile. C'est de plus rapide que les monogrammes. Le temps médiatique s'est accéléré dans les années de la consommation, dans les années de des 30 Glorieuses, pour ce qui nous concerne. Et puis aujourd'hui, avec la toile, la rapidité de la communication s'est encore accrue. Et aujourd'hui, on n'attend plus que des équipes aient le temps de tester ce qu'ont trouvé leurs collègues ou leurs voisines. On n'attend plus le temps de la corroboration pour tout de suite sortir un résultat qui n'a pas encore été stabilisé, parce que le temps médiatique et le temps de survie médiatique, c'est un temps économique. Là, je parle des médias que sont, par exemple, les radios ou les journaux, en particulier les journaux, qui ont besoin de faire une une qui remporte l'assentiment, qui remporte la pulsion d'achat. Cette une, elle va renvoyer à des fantasmes, elle va renvoyer à des mythes, elle va renvoyer à des lieux communs, parfois même qui n'ont rien à voir avec le contenu de l'article. On a vu ça dans le passé, j'ai quelques exemples. Je pense à une par exemple, de Science et Vie, à l'époque où il y avait le procès des créationnistes à Dover en décembre 2005 en Pennsylvanie. Il faisait beaucoup parler d'eux sur des questions éducatives. Et il y a une qui était franchement, ouvertement créationniste. Et pourtant, le contenu de l'article, lui, récusait complètement le créationnisme qui se présente lui-même comme scientifique. Mais c'est ce qu'on disait par rapport au fait qu'une étude toute seule, sauf quand c'est une revue des résultats, lorsqu'on a un résultat qui arrive pour la première fois, évidemment, il ne doit pas être pris pour vérité scientifique. Enfin, jamais d'ailleurs, mais il faut que ce soit vérifié par les autres, confirmé, testé sous différents angles, etc., avant d'être un résultat vraiment solide. Et c'est le problème que dans les médias, ils prennent « Ah, c'est nouveau, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est cool, hop, on partage, on en fait le buzz, et puis après, on oublie. Si 2 ans plus tard, c'est réfuté, personne ne va en parler. » Voilà, d'où le caractère collectif, j'y reviens toujours, le caractère collectif de la validation des savoirs, c'est-à-dire que ce travail de corroboration, il est fait parce qu'il y a une communauté scientifique. Quand je dis une communauté, c'est un mot consacré, il n'est peut-être pas très juste, mais il y a en tout cas une profession faite de plusieurs individus, plusieurs laboratoires, et cette profession, il lui faut du temps pour qu'un résultat soit corroboré. Donc effectivement, oui, le temps de survie, le temps économique de survie des journaux et des différents médias n'attend plus que les résultats se stabilisent. Alors, attention, c'est pas vrai partout ce que je dis là. C'est pas vrai partout. Il y a des résultats dont tout le monde se fout complètement. Un truc qui est pas vendeur, très technique ou très très technique, je sais pas moi, un truc qui est pas vendeur, le poisson plat est plus apparenté, je sais pas moi, au chinchard qu'il ne l'est du maquereau. Si ça détruit pas la planète, ça n'intéresse pas. La morue est plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'est du poisson coffre. Et puis la boudroie, tout le monde s'en fout. Et donc un nouveau récepteur membranaire pour une molécule. Voilà. C'est Par contre, quand il s'agit de paléontologie humaine, en général, là par contre, on a une plus grande impression de confusion parce que la moindre résultat, la moindre phalange, ça part en sucette. La moindre phalange publiée en Asie, alors qu'on ne s'attendait pas à trouver une phalange humaine de cet âge-là, à cet endroit-là, ça fait la une des journaux dès le lendemain. Et patatras, on nous dit « Ah, la théorie avait tout faux ». Voilà. Oui, alors justement, voilà, c'est ça, il y a une espèce d'oscillation, de fébrilité qui s'installe, puisque la controverse est portée devant le public. La controverse scientifique, c'est normal en fait. Ça fait partie du métier. Les résultats, ils sont toujours discutés entre spécialistes. Justement, ça fait partie du temps de stabilisation ou du temps de disparition d'une découverte qu'on aurait réfutée. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Le débat dans la science, comment ça marche, la controverse, et parler aussi du réductionnisme, mais ce sera juste après la pause, on fait une petite pause pour respirer, pour que les gens puissent aller faire leurs petits besoins. Je me tourne vers Vlad pour la musique de ce soir. Bien, j'annonce la musique et je commence déjà à teaser la suite en disant que je vais, dès le démarrage de la prochaine partie, poser une question qui me fend le cœur,
qui me fait beaucoup de peine. Ah bon, très bien. Et donc la chanson. Et la chanson, il s'agit de Jigsaw Assault de l'excellent groupe Diablo Swing Orchestra. Assault. Voilà, donc on vous laisse avec la belle musique et on revient dans 2 minutes, 3 minutes. En effet. Pas du tout en retard, nous sommes là. Et donc nous reprenons la deuxième partie, pardon, le micro était parti. Tu t'y retrouves? La deuxième partie de l'émission, donc on parlait des attendus cognitifs de la science et donc j'ai coupé très impoliment. Alors on reprend donc avec Guillaume Lecointre qui nous parlait du cadre de la science et des attendus cognitifs. Donc comment ça marche? On parlait de règles du jeu tout à l'heure. On disait que si on voulait faire passer des idées chez les scientifiques, ou si on voulait contester ce que disent les scientifiques, il faut observer des règles du jeu. Il y a des règles d'acceptation de l'objection, il y a des règles du jeu simplement. Alors ça passe par des attitudes mentales relativement finalement simples et compréhensibles. On ne pourrait pas dialoguer avec des scientifiques, par exemple, si on se permettait de faire des fautes de logique. Et puis, les fautes de logique, ça, évidemment, dans la vie de tous les jours, on n'en fait pas non plus, ou du moins, on essaie de ne pas en faire. Hein, ça, c'est pas propre aux sciences. Mais ça, on les repère, quoi. Oui, on les repère. Et puis, aussi, on ne pourrait pas dialoguer avec les scientifiques si, lorsqu'on a le choix entre plusieurs théories ou plusieurs scénarios, on se permettait de choisir les plus fantaisistes. En d'autres termes, on choisit toujours celui des scénarios, celle des suppositions, celle des inférences, celle des théories qui fait appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. Donc ça, c'est le principe de parcimonie, le raisonnement d'Occam. Les gens qui nous suivent, ça connaissent normalement, j'espère. Alors, si pour ceux des auditeurs qui ne connaissent pas le principe de parcimonie, par l'absurde, ils peuvent se convaincre de ce qui se passe lorsqu'on n'est pas parcimonieux. Et je leur conseille de regarder après l'émission Kaamelott en streaming. Ah oui. Et il y a un épisode de Kaamelott qui s'appelle Les Pisteurs. Alors oui. Et dans les pisteurs, effectivement, on voit le roi Arthur qui essaye d'interpréter dans la forêt une trace unique dans l'herbe, dans les feuilles, une trace de botte. Et il est accompagné de Caradoc et Perceval, les deux imbéciles là. Ouais. Et en fait, ils essaient de se demander comment l'ennemi a-t-il pu laisser une seule trace de botte dans la forêt. Et on voit Caradoc et Perceval se mettre à faire un scénario dans leur tête, ce qu'on appelle une inférence en science. Hein. On fait une inférence, une abduction. Voilà, une abduction. Oh là là, je vois que vous êtes... on est affûtés. C'est pas les enlèvements par les aliens, ça? Ils font une inférence et finalement, alors pour le coup, ils sont pas parcimonieux du tout. Oui. Le mec, il est dans la forêt à cloche-pied. Pourquoi il est à cloche-pied? Parce que il n'a pas de botte à l'autre pied. Pourquoi il n'y a pas de botte à l'autre pied? Parce que c'est sa femme qui porte sa botte. Voilà. Elle est où sa femme? Le mec, sur son dos, il porte un lit. Ou alors il est unijambiste, le mec. Voilà, et la femme, elle porte la botte, elle est sur le lit et elle porte la botte. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de trace derrière? Non seulement la femme, elle est sur le lit, elle porte la botte, la deuxième botte de son mari, mais en plus, elle a un râteau avec lequel elle ratisse l'arrière du lit pour qu'il n'y ait plus de traces à l'arrière. Enfin bref, ça part carrément en sucette, quoi. Hein, disons-le. Donc, au final, c'est cohérent en soi, presque, mais ça fait intervenir beaucoup d'hypothèses ad hoc, des hypothèses coûteuses, en fait. Et juste, je tiens à embrasser Kaomin, qui en fait a utilisé cet exemple-là. On a fait une conf ensemble. Et voilà, donc je le salue. Et oui, mais vous avez dit un mot-clé, justement, le déficit de parcimonie, ça tend toujours à rendre les choses cohérentes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas construire des châteaux de cartes sur du sable. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les données qu'on tente de rendre cohérentes soient instanciées dans le monde réel. Il faut qu'elles soient ancrées dans le réel. Or, si on peut toujours construire un monde chimérique tout à fait cohérent, la question de la cohérence, c'est vrai, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que, certes, ce soit cohérent, mais il faut que ce soit cohérent entre pièces qui sont véritablement documentées dans le monde réel. Donc oui, nous sommes toujours en recherche de cohérence, mais la meilleure cohérence qui soit, c'est celle qui articule des faits avérés, des faits instanciés dans le monde réel entre eux, et pas des hypothèses non testables ou non testées. Voilà. Donc le principe de parcimonie, je vous le fais court. Hein. Si vous avez perdu vos clés, vous allez faire un processus d'inférence dans votre tête, où vous essayez de vous souvenir de qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le dernier moment où vous avez vu vos clés et le moment présent. Eh bien, vous n'allez pas supposer que vos clés ont... Spontanément, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas supposer que vos clés sont sorties par la fenêtre, rebondies sur un trampoline, parties chez le voisin du dessous. Le voisin du dessous, il vous en veut, il a caché les clés sous le paillasson. Le paillasson, il l'a planqué sous l'armoire. Enfin, voilà. Si aucune de ces étapes ne sont documentées, vous n'avez pas lieu de les supposer.
Et là, c'est un des premiers attendus, une des premières règles du jeu. Nous sommes quand même supposés être parcimonieux. Ouais. Deuxième règle du jeu, on n'entre pas en science avec une certitude. Donc on est sceptique a priori. Voilà. Ouais. Sceptique, pas sur la méthode, parce qu'on vient jouer un jeu dans la cour de récré, là. Donc on est quand même d'accord pour jouer la même règle que ceux à qui on s'adresse. Mais par contre, on est sceptique sur les faits et ce qu'ont trouvé nos prédécesseurs. On est même sceptique sur ce qu'on a trouvé nous-mêmes précédemment. Ouais. Quand on cherche à savoir si on ne s'est pas trompé. Et donc, ce scepticisme initial sur les faits, il est essentiel. Imaginez dans un labo quelqu'un qui viendrait se rendre en science et qui viendrait pour prouver une idée préconçue. Ça arrive malheureusement. Oui, mais qui refuse... Individuellement, disons, ça arrive. Ah, oui, d'accord. Mais justement, en général, ces gens-là sont recadrés. C'est que... Parce que, enfin, je coupe là, mais il y a des gens qui pensent, qui croient, et peut-être ont-ils raison parfois, que l'intuition a un rôle en science et que les gens peuvent arriver avec une intime conviction et avoir raison. Ça peut arriver aussi. Alors attention, l'intuition est tout à fait souhaitable. Bien sûr. En science. Elle n'est pas à jeter. Par contre, ce qui est récusable, c'est le fait de refuser de remettre en cause son intuition ou son oui. Enfin, peu importe. Dans la méthode, d'abord, il faut vérifier, enfin, il faut chercher à prouver qu'on a tort soi-même. Il ne faut pas prendre ça pour un échec dès qu'on contredit notre conviction. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être prêt à admettre, enfin, il faut être prêt à ce que les faits nous résistent, bouleversent nos intuitions, si ce n'est nos convictions. Admettons que quelqu'un arrive avec des convictions, s'il n'est pas prêt à les remettre en cause face à l'expérience qu'il est en train de faire, il va se retrouver en déficit de science quelque part. Il va même se faire recadrer par ses collègues en fait, de labo. D'ailleurs, par exemple, j'ai entendu des physiciens dire que lorsqu'on a trouvé le boson de Higgs, qui ressemblait précisément à ce à quoi on s'attendait, ils ont été déçus. Ils auraient bien aimé que la matière leur donne un peu tort pour dire ah, on a très bien, ça donne un peu de grain à moudre pour la suite. Là, le fait qu'ils aient un modèle, hop, ça tombe pile poil, les mecs ils se disent oh, bah, super, on a trouvé, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Enfin, je caricature bien sûr, mais ils s'attendaient vraiment à ce que leur théorie soit un petit peu fausse au moins. Mais effectivement, heureusement d'ailleurs, on peut faire des prédictions qui s'avèrent vérifiables. Ça aussi, ça existe. Hein. Mais, en tout cas, l'attitude scientifique globalement, c'est de se tenir prêt, d'être prêt à renoncer à ce à quoi on avait l'intuition devant les résultats de son protocole. Troisième attitude de base. Vous supposez quand même que le monde qui est là dehors existe indépendamment de vous. Ah oui, ça c'est autre chose. Parce que l'espoir que vous avez, c'est que d'autres... Vous faites cette manip, pourquoi vous publiez votre manip, en fait? C'est que on entre en science dans l'Antiquité gréco-latine à partir du moment où des individus honnêtement mus par le même souhait d'expliquer collectivement et rationnellement le monde réel proposent à la face des autres ce qu'ils ont trouvé de manière à ce que les autres viennent... éprouver, mettre à l'épreuve ce qu'on affirme. Et donc, il y a un désir de transparence. La science honnêtement pratiquée n'a pas le culte du secret, c'est-à-dire qu'elle est une volonté de publier de manière transparente le protocole qu'on a trouvé, de manière à ce qu'il soit testé par d'autres. Et c'est donc qu'on suppose que le monde réel que l'on a fait... que l'on a testé, que l'on a fait réagir par une expérience, ce monde réel va réagir aux autres comme il a réagi à moi. Et donc, ce monde réel existe indépendamment de moi, quelque part. Ça, c'est intéressant, parce que notamment dans toutes les spiritualités, etc., il y a des gens qui refusent ce que la science dit parce qu'ils veulent garder leur modèle à eux. Et à la rigueur, qu'ils veulent croire ce qu'ils veulent, je pense que ça dérange personne, hein, que les gens veulent. Mais à un moment donné, si on veut croire quelque chose et en même temps dire qu'on croit X, il faut être capable de partager cette existence avec quelqu'un. Donc si on veut partager une connaissance, enfin, pour qu'une connaissance soit une connaissance, il faut qu'elle soit partageable avec quelqu'un d'autre. Donc qu'elle soit collective, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le côté collectif, une connaissance n'est vraie que si collectivement on est capable de la vérifier. Non ? C'est ça. Et justement, ce qui fait le propre des sciences dans ces connaissances-là, c'est que il y a les 4 attendus dont je suis en train de parler, qui régissent la règle par laquelle le collectif dont tu parles va pouvoir vérifier ce que l'un ou l'autre affirme. Donc ce monde réel-là, il existe indépendamment de moi et indépendamment des concepts que je projette dessus. C'est-à-dire que moi je me présente comme constructiviste, hein, c'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons nos concepts. Ouais.
c'est nous qui fabriquons nos concepts, mais pour autant, jamais on ne va subordonner l'existence matérielle des choses à la validité des concepts qui les appréhendent. Les choses existent en elles-mêmes, matériellement parlant, j'entends. Elles existent en elles-mêmes. Dans la nature, là, il y a des individus. Et encore, il faudrait savoir ce qu'on appelle des individus. Est-ce qu'un arbre est un individu, par exemple? C'est compliqué. Ça aussi, c'est un concept. Mais nous construisons les concepts, mais nous supposons tout de même que cette réalité matérielle qui nous résiste, eh bien, les faits résistent de la même façon à tous nos confrères, à tous nos collègues et à tous les humains, finalement. Donc, il y a des milliers de façons. L'anthropologie va vous dire qu'il y a des milliers de façons de découper le monde réel. Il y a des milliers de façons de faire des catégories dans le monde réel et même d'expliquer ce monde réel parmi la diversité des humains. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'on va subordonner le postulat d'existence matérielle de ce que l'on décrit à tel ou tel découpage. Ça rejoint un peu la question du relativisme, quand même. Enfin, je crois. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une vision du monde qui lui appartient, mais à un moment donné, le monde ne peut pas se plier aux différentes visions du monde. Si derrière il y a une réalité réelle, à un moment donné, il y a peut-être un modèle qui sera meilleur qu'un autre. C'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité, d'approximation du fonctionnement et de comment le monde fonctionne. Ça ne veut pas dire que la civilisation qui va produire le modèle meilleur est meilleure qu'une autre. Parce que souvent, on entend ça, on entend dire on n'a pas le droit de juger la manière dont l'autre vraiment parce que ça voudrait dire qu'on se sent supérieur à lui, etc. Parce que le relativisme, on en a un peu dans tous les coins. Mais justement, alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à un relativisme? Est-ce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens comme ça en face de moi? Évidemment, on ne parle pas la même langue, forcément. Comment on fait? Premièrement, les sciences ne sont pas compatibles avec le relativisme pour la simple raison qu'elles font un postulat universaliste. Il y a deux universalismes dans les sciences. Il y en a un que je viens d'énoncer. L'existence matérielle des choses là dehors est universelle, c'est-à-dire qu'elle est valide, cette existence matérielle, pour tous les hommes, même si chacun de ces hommes n'appréhende pas ce monde matériel avec les mêmes concepts. Il y a un universalisme des réalités matérielles de ce monde et de la façon dont elles se manifestent. Donnez-moi une seule population humaine qui ne soit pas soumise à l'attraction terrestre, par exemple. Les anges. Les anges, certes, mais ils ne sont pas instanciables dans le monde réel, précisément. Donc là, il y a la question du matérialisme qui va pointer et que je pointerai tout à l'heure. Deuxième universel que produisent les sciences, il y a tout de même des ressorts logiques partagés par tous les hommes. Et c'est pourquoi est-ce que tous les hommes utilisent les mêmes modules élémentaires de la logique? C'est que ces modules sont obtenus par voie de sélection naturelle et que les humains qui n'avaient pas ces propriétés bien ancrées n'ont peut-être pas survécu. Ils ne sont plus là pour qu'on en parle, en quelque sorte. Ou peut-être que c'est apparu avant les humains aussi, peut-être, ce module. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça peut même être ça. Ce qu'on appelle la logique ou ce qu'on appelle même l'irrationnel, ce sont deux propriétés de la psyché humaine qui remontent à fort loin. Être irrationnel, c'est créer du lien entre des choses qui se passent, en général c'est des tuiles d'ailleurs, des choses qui se passent et qui sont graves, c'est faire du sens immédiat à partir de choses graves qui nous arrivent parce qu'on est en état de choc, et c'est faire du sens rapidement pour souder le groupe. L'irrationnel, il est là pour penser, non pas P-E-N-S-E-R, mais P-A-N-S-E-R, oui, aussi, oui. Pour soigner, pour penser le traumatisme. Mais j'ai une question, parce que c'est un truc moi qui m'intéresse beaucoup et qu'on n'a pas réussi à définir la dernière fois avec notre invité qui était biologiste, c'est comment on définit la rationalité. Je sais qu'il y a plusieurs modes pour le définir. Moi, je n'ai pas trouvé vraiment un truc qui fonctionne complètement pour moi. Moi, quand je fais si je fais de l'épistémologie dans un cadre didactique, j'ai tendance à dire que la rationalité, c'est les règles de la logique plus le principe de parcimonie. C'est-à-dire, c'est une propriété de la psyché humaine qui consiste à tirer de manière efficace la meilleure explication possible sur le monde réel, c'est-à-dire partageable par le plus grand nombre des hommes. Parce que, ça c'est un postulat typiquement scientifique que je fais, là, c'est que la rationalité est une propriété
présente chez tous les humains, au moins, pas toujours développée au même stade, bien sûr, mais au moins comme potentiel. Mais du coup, irrationnel également, attention, irrationnel également, puisque nous avons tous des motifs sélectifs des raisons sélectives d'avoir des motifs irrationnels. Et nous vivons en permanence avec les deux capacités, avec les deux manifestations. Oui, un aspect irrationnel de la psyché peut être un avantage sélectif, ça c'est important de le dire aussi. Oui, dans certaines circonstances, oui. Mais par rapport à la définition... Par exemple, c'est peut-être l'origine des religions d'ailleurs. Oui. Dans le mot religion, il y a le mot lien, et qu'est-ce que c'est qu'une religion si ce n'est croire en une affirmation, par principe, non pas de justification rationnelle, mais par principe d'autorité. On croit en quelque chose parce qu'un texte ou un chef l'a dit. C'est un rapport de confiance, c'est un rapport à l'autorité, parce que le groupe l'a dit aussi. Et cette croyance, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas questionnable? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la remettre en cause? Parce que justement, c'est elle qui soude le groupe et qui fait que le groupe est efficace. Les sciences... Justement, l'espace des sciences est un peu... c'est pas un peu, il est très distinct de cela, dans le sens où l'espace du laboratoire, c'est le seul moment dans la société où on ne vous demande pas de croire. On vous demande de tester. Et c'est justement, si chaque individu est mis en situation de tester ce qui est dit, c'est que justement, les sciences sont efficaces parce que le test de ce qui est affirmé par les moyens de la raison, par les moyens de la rationalité humaine, va augmenter la puissance explicative à l'échelle collective de ce qui est testé. Alors j'étais sur le réalisme de principe, mais on était en train de le contraster avec le relativisme. Mais par rapport à la rationalité, je vais juste parce que la manière dont tu l'as défini, c'est intéressant, mais du coup, tu n'as pas laissé place à tout ce qui est expérimental. Tu dis c'est la règle de la logique plus le principe de parcimonie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'expérimentation? Est-ce qu'il n'y a pas une confrontation au monde réel pour que ça rentre tout dans le rationnel? C'était la quatrième propriété. D'accord. La première, j'ai dit rationalité. La deuxième, j'ai parlé de scepticisme initial sur les faits. La troisième, j'ai parlé de réalisme de principe, c'est-à-dire que le monde qui est là dehors existe indépendamment de moi. Le relativisme, effectivement, que vous avez cité, le relativisme n'est pas compatible avec les sciences parce que il récuse les deux universalismes que j'ai cités. Il récuse en particulier l'universalisme de la raison, de la rationalité humaine. Pour le relativiste, deux affirmations contraires peuvent être vraies en même temps, pourvu qu'elles aient été énoncées dans des registres culturels différents. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication rationnelle qui puisse être bénéfique à l'échelle universelle pour tous les humains. Et est-ce que si vous dites que deux affirmations contraires peuvent être valides en même temps, pourvu qu'elles soient énoncées dans des contextes culturels différents, eh bien, ça veut dire que vous renoncez à l'universalisme de l'explication scientifique du monde, voyez. Et dans quelle mesure ça, on peut le réfuter? Parce qu'on peut imaginer qu'ils aient raison de dire ça. C'est compliqué de leur répondre quand ils disent ça. Parce que forcément, si on leur répond, on peut donner l'impression qu'on se place dans leur paradigme, et dans leur paradigme, ils ont forcément raison. Ça ne se traite pas en termes de réfuter ou pas, c'est une éthique. Ça se traite en termes d'éthique de la connaissance. C'est-à-dire que les scientifiques ont parié sur une certaine éthique de la connaissance, et la première des valeurs que l'espace des sciences a décidé d'exploiter, c'est précisément deux universalismes potentiels, qui est l'existence universelle des manifestations de la matière telles qu'elles existent là dehors. Le monde réel nous résiste, le monde réel va se manifester aux autres comme il s'est manifesté à moi. Et puis le deuxième, c'est justement ce postulat de rationalité humaine largement partagé, et qui, si on se donne les moyens de communiquer, devrait pouvoir faire converger les humains au moins sur un certain nombre d'explications fondamentales communes du monde qui est là dehors. Mais du coup, en face, ils peuvent quand même nous dire, ce que tu as très bien expliqué dans la manière de... On a deux propositions, ils peuvent... Qu'est-ce qui fait qu'on peut expliquer de manière rationnelle qu'en effet, on a raison de faire ce choix, ce pari-là dans les sciences? Alors, les sciences, ça marche, bitch, déjà, bon, très bien, mais au-delà du fait que ça marche, parce que ça pourrait marcher tout en étant plus ou moins faux, comment on fait face à un relativisme? C'est compliqué comme question. Non, c'est une question d'éthique de la connaissance. Les sciences tendent à l'universel, le relativisme
tend au particulier. Le relativisme va énoncer des différences, les sciences vont énoncer des partages. C'est-à-dire que dépend sur quoi vous voulez fonder un programme de connaissances. On ne fait pas de programme de connaissances universel en pointant les particularismes culturels sans arrêt. En d'autres termes, à quoi votre œil s'arrête-t-il? Est-ce qu'il s'arrête à ce qui fait des différences entre les hommes, ou est-ce qu'il s'arrête à ce qui fait que les hommes ont tous quelque chose en commun? Et les deux existent. Nous sommes tous différents, et en même temps, nous avons tous des choses en commun. Mais est-ce que ça veut dire que le relativisme a quelque chose à apporter d'un point de vue épistémologique? Non. Le relativisme n'est pas scientifique parce qu'il ne parie pas. Mais ça, c'est par définition. Oui, mais c'est parce que il ne fait pas le pari de l'universalisme, c'est tout. Alors que les sciences font ce pari-là. D'accord. Et c'est une question de programme ou d'éthique de la connaissance. Le relativisme tourne le dos à la science parce qu'il se décide d'apporter son attention au micro-particularisme culturel de telle ou telle population humaine qui existe. Bien sûr on pourra toujours trouver des différences. Et d'ailleurs, si vous avez une obsession de la différence, vous finirez tout seul parce que pointer systématiquement les différences finit par isoler l'individu. Parce qu'on est tous différents dans le détail. Mais même l'individu lui-même n'est pas toujours le même. Donc Et en plus, l'obsession de la différence vous mène à la schizophrénie. C'est terrible. Mais ça, encore une fois, je trouve qu'on est au cœur du sujet. Un relativiste veut dire, vous dites tout ça très bien, ça ne me prouve pas que j'ai tort. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément le prouver. Peut-être que c'est impossible à réfuter, peut-être que c'est juste une vision du monde et qu'il n'y a pas de réponse. Mais moi, j'en cherche quand même malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse pour montrer que le relativisme fait fausse route vraiment pour de vrai? Non, on peut montrer qu'il a tort s'il se présente comme scientifique. C'est comme le créationnisme, c'est pareil. Moi, j'en ai rien à faire de réfuter le créationnisme. Philosophique ou religieux. Des gens qui postulent qu'il y a une création, grand bien leur face. Très bien. En gros, le relativisme, c'est le diplomate, quoi. Non, mais... Si tu veux pas créer de conflits qui vont emmerder personne. Le point de réfutation, et là je me comporte en scientifique, je ne me comporte pas en philosophe. Voilà. En tant que scientifique, pour moi, le relativisme est réfutable. On peut le réfuter lorsqu'il se présente comme voulant tenir un discours scientifique. D'accord. Et là, effectivement, il est en délit de porte-à-faux. Mais quand on a des gens qui considèrent comme que... le créationnisme qui se présente lui-même d'ailleurs comme scientifique. On peut prouver facilement que le créationnisme ne peut pas être scientifique. Mais en admettant que quelqu'un est relativiste et qu'il ne rentre pas dans la science, mais que quand même il prétend avoir accès à produire une connaissance. J'avais demandé si en fait du coup le créationnisme n'était pas une forme de relativisme en fait. Qui mêle justement religion et science, c'est que du tout il relativise. Oui, la science dit ça, mais regardez la religion. Je sais pas si c'est ce que le créationniste aussi aspire à l'universel, donc. C'est vrai. Donc, mais oui, mais dans la forme. Ouais, mais donc oui, par rapport à ça, je sais plus ce que j'ai dit en fait. Mais, du coup. Pas par les mêmes règles du jeu justement. Ouais. Alors, on va finir avec les règles du jeu si vous voulez bien, parce qu'il y en a une quatrième et on aura à peu près fait le tour. Vous parliez d'expérimentation tout à l'heure. L'expérimentation, elle est d'abord le moyen par lequel je vais pouvoir communiquer avec mes collègues quand je ne suis pas d'accord avec eux. Deux individus en dispute, lorsqu'il n'y a pas d'arbitre, la dispute peut aller très loin. Les scientifiques se sont dit à la fin du XVIIe siècle, lorsque nous disputons sur une question sur laquelle nous ne sommes pas d'accord, il y aura un troisième larron qui va venir arbitrer. C'est un rapport particulier au réel qu'on va appeler l'expérience. Cette expérience n'est possible comme arbitre que parce que les parties prenantes du dialogue ou de la controverse observent les mêmes règles du jeu. Il faut qu'ils aient confiance dans la raison, bien sûr, et il faut qu'ils postulent tous deux. Il faut qu'ils soient sceptiques, honnêtement, et puis il faut qu'ils postulent tous deux que le monde qui est là dehors existe indépendamment d'eux et qu'on va pouvoir le faire bouger pour qu'ils réagissent et en tirer des conclusions. L'expérience, c'est faire bouger ce qui peut bouger dans le monde réel. Qu'est-ce qui peut bouger dans le monde réel? Lorsque j'appuie dessus, ça réagit? Une souris. Depuis l'Antiquité gréco-latine, ça s'appelle la matière. La matière, pardon. Ah, j'y étais presque. Bon. Et donc les sciences doivent leurs conditions méthodologiques, leurs conditions expérimentales au fait elles font réagir cette partie du monde qu'on appelle la matière. Alors quand je dis cette partie du monde, ça ne veut pas dire que je sois dualiste
savez, il y a des gens qui pensent que là dehors, il y a de la matière et il y a de l'esprit avec un grand E qui, par définition, est immatériel. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des âmes qui sont des créations immatérielles de Dieu. Ça regarde les gens dans leur fort intérieur. Les scientifiques, ça ne les regarde pas parce que les âmes ne sont pas, on ne peut pas les appréhender expérimentalement. Et donc, sauf qu'elles pèsent 21 grammes, comme tout le monde le sait. Oui, mais alors, s'il y a de la masse, là, effectivement, il faut s'intéresser à réfuter cette affirmation ou à la corroborer, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut la tester. En tout cas, celui qui dit que l'âme est immatérielle, c'est même pas les scientifiques, c'est Jean-Paul II qui le rappelle lui-même dans un discours qu'il donne en octobre 1996. Grand scientifique, comme tout le monde le sait. Voilà, l'âme. Mais non, mais moi, si Jean-Paul II me dit que l'âme reste une création immatérielle de Dieu, qu'il ne faut pas y toucher, why not ? De toute façon, je ne sais pas appréhender expérimentalement l'âme. Donc, dès lors qu'elle est immatérielle. Je suis tout simplement en train de dire que dans la 4e règle du jeu, c'est que les scientifiques, finalement, ce monde réel là, qui est testable, ils ne vont pouvoir s'en emparer qu'à travers la matière. Les sciences sont matérialistes au sens d'un matérialisme seulement méthodologique, c'est-à-dire que la méthode de travail dans l'expérimentation est conditionnée à un accès à la matière. Et donc ça, c'est une description toute bête que nous faisons. La plupart des philosophes qui ont réfléchi sur ces questions, d'ailleurs, disent que les scientifiques sont des matérialistes méthodologiques, mais qui s'ignorent. En général, ils oublient de mettre ce mot-là sur leur pratique. Je pense à Denis Collin, qui l'écrit, à Pascal Charbonniat, ou à Yvon Quignou, ou à d'autres. Les scientifiques manipulent cette partie du monde qu'on appelle la matière, et c'est leur condition méthodologique, c'est leur condition d'expérience finalement. Mais finalement, quand on a dit tout ça, on est d'accord que du coup ça met à la marge les relativistes. Quand on est dans ce périmètre-là, on ne peut pas être relativiste, a priori. Non, le relativisme est plus flou que ça. C'est plus flou que ça. Il pourrait, par exemple, il pourrait y avoir deux interprétations culturellement empreintes d'un même phénomène matériel. Oui. Mais les interprétations ne seraient pas les mêmes parce qu'elles seraient tirées de registres culturels ou d'une taxonomie différente. Mais on est bien d'accord qu'a priori, une loi physique ou un principe biologique ou chimique, etc., lorsque c'est vrai à Tombouctou, c'est vrai au Groenland. Oui, ça c'est le pari universaliste des sciences. Mais il se vérifie normalement. Enfin, est-ce qu'on a des instances où c'est pas le cas? Il se vérifie partout, mais la question du relativisme, c'est pas de savoir si ça se vérifie pas partout ou si ça se vérifie pas de manière géographiquement localisée, c'est de savoir si on peut faire le pari que tous les humains peuvent adhérer à une même représentation rationnelle et collective du monde réel. Si tant est qu'on se donne la peine d'écrire en leur langue et de pouvoir communiquer, bien Alors, entendu. Justement... Non, mais surtout le relativisme, le point d'achoppement, c'est qu'il dit que deux affirmations logiquement contraires peuvent être vraies en même temps, pourvu qu'elles soient dites par des cultures différentes. Et ça veut dire que la différentielle des cultures, le différentialisme, la spécificité des cultures l'emporte, est prioritaire sur le projet universaliste de connaissance. Donc c'est bien ça le relativisme. C'est cette idée que la différence l'emportera toujours sur ce qui est commun, alors que les sciences parient le contraire. Ils parient que ce qui est commun à tous les humains pourra toujours produire un socle commun d'une représentation du monde à toute l'humanité, au-delà des différences locales qui caractérisent ces différentes humanités. Donc, les deux, on ne parie pas sur la même chose. Hein, mais du coup, il y a quand même, par rapport au vocabulaire employé, il y a des gens qui font remarquer, est-ce que c'est bien sage de parler de monde réel? Est-ce qu'on ne devrait pas dire monde observable par rapport à ce que fait la science? Ou est-ce que monde réel, ça se justifie quand même? Je me méfie de l'expression monde observable parce que les sciences ne cessent depuis leurs origines de nous faire interpréter des phénomènes à des échelles qu'on ne peut pas observer avec nos propres sens. D'autre part, il est une partie, il y a un grand contributeur aux sciences, il y a une grande discipline contributrice aux sciences qu'on appelle les mathématiques, qui ne cesse de produire des variables qui ne sont pas tout de suite observables. Mais comme les mathématiques sont la formalisation de la rationalité humaine
à des points d'efficacité auxquels le langage ne pourrait pas arriver tout seul, le langage courant, je veux dire. Le langage vernaculaire ne pourrait pas arriver tout seul à la puissance déductive dans laquelle les mathématiques nous emmènent. Eh bien, les mathématiques sont une espèce d'avant-poste de la rationalité sur le monde réel, alors qu'on n'a pas encore instancié les variables que les mathématiques manipulent. Pour autant, il y a tout un tas de choses dans les mathématiques, des variables qui ne sont pas observées, et qui nous disent ce à quoi il faut nous attendre dans le monde observable. Et donc, quand je parle de monde réel, je ne fais pas allusion au fait que les éléments de ce monde réel aient été déjà observés ou pas. D'accord, c'est juste que le monde réel se manifeste aux outils de la science. Oui, et ce monde réel qui se manifeste aux outils de la science, c'est ce monde réel qui est anticipé par la puissance déductive des mathématiques, qui est anticipé. Les mathématiques sont... Alors, jamais un mathématicien n'aurait l'idée de se qualifier lui-même de matérialiste. Jamais, ça n'arriverait pas, je pense. Mais finalement, quand on regarde les choses de près et la façon dont les mathématiques fonctionnent, à chaque fois, je ne parle pas de la recherche en mathématiques, où effectivement, là, on est sur des problématiques qui sont parfois éthérées et pour lesquelles on n'a pas besoin de se connecter au monde réel. Mais lorsque les mathématiques marchent main dans la main avec une discipline expérimentale, la plupart du temps, enfin, c'est pas la plupart du temps, à chaque fois, ils sont les amis du matérialisme expérimental. C'est-à-dire que les mathématiques nous permettent de prédire ce à quoi il faut qu'on s'attende de trouver dans le monde réel là. Et à aucun moment, les mathématiques n'ont besoin de postuler que l'entité qui n'est pas encore observée soit immatérielle par définition. En général, au contraire, on va aller... la matière est au rendez-vous de la prédiction mathématique. Il y a bien des cas de figure où ça s'est produit en physique, en chimie. La table de Mendeleïev en est un joli exemple. Mais en biologie aussi, les mathématiques me font calculer un indice de cohérence sur un arbre phylogénétique qui me fait prévoir que les baleines, à l'époque où elles avaient des pattes, avaient dû avoir un os de la cheville qu'on appelle l'astragale avec une poulie supérieure et une poulie inférieure. Eh bien, j'en induis que les baleines à pattes avaient dû avoir, il y a 50 millions d'années, à l'époque où elles avaient encore des pattes arrière, une cheville avec astragale à double poulie. Et puis, quelques années après, on trouve des fossiles de baleines à pattes et la prédiction se trouve réalisée. Trop fort. Trop fort, ouais. Mais c'est le pouvoir explicatif des maths qui est en soi un peu mystérieux. Étienne Klein en parle dans quelques conférences. C'est assez intéressant de savoir comment ça se fait que les maths peuvent décrire le monde. Et est-ce qu'en définitive, elles le font réellement ou c'est juste que ça correspond à ce que nous, on peut voir. Enfin, il y a plein de questions. Après, c'est la métaphysique derrière. Mais on dépasse un peu le sujet. Il y avait une remarque, Vlad, par rapport dans le chat, il y avait des choses qui disaient, non ? Oui, dans le chat, les gens ne sont pas tellement d'accord avec la définition que tu donnes de observable et invoquent le fait que observable, dans le sens scientifique du terme, ne signifierait pas observable au sens sensoriel, bien sûr, mais plus que l'on peut constater, qu'on peut justement on peut tester. Oui, mais ça, c'était un jeu. Évidemment, c'est important de revenir sur les mots parce que les gens peuvent mal comprendre. Quand on dit monde réel, monde observable, c'est important de... c'est dans le sens où on peut observer le résultat. Quoi. Voilà. On peut voir que ça se... On a des protocoles... Typiquement, l'évolution, par exemple, n'est pas observable en tant que telle, mais c'est un concept pour lequel on a pu constater des choses qui nous amènent à... On peut faire des protocoles et on peut observer les résultats des expériences par rapport à ça. Attendez, excusez-moi, mais l'exemple est mal choisi là. L'évolution, elle est observable. Hein. Ça, en plus, oui. Ah bah, le virus de la grippe, par exemple. Chez les vertébrés, chez la grippe, chez les bactéries, chez les mouches drosophiles, on a directement, en moins de 30 ans, pour des équipes qui ont suivi des populations de lézards sur les Podarcis, c'est ça ? Le Podarcis sicula, oui, voilà. qui a changé de forme en même pas 30 ans. Bon, évidemment, ce sont des populations à petits effectifs, mais si on appelle évolution un changement de forme manifeste et spectaculaire, même ça, on l'observe. Si on appelle évolution l'installation d'une barrière reproductive qui sépare deux nouvelles espèces, ça aussi, on l'observe dans le temps humain. Bien sûr, je ne suis que l'avocat du diable. Je transmets ce qu'on me donne sur le chat. Non mais c'est ça, faut pas s'énerver. Mais je suis bien. Non mais c'est une blague. Mais en revanche, ce qu'on entend dans la bouche, parce que du coup là on parle d'évolution, dans la bouche des créationnistes, c'est qu'ils disent de manière assez
perfides, mais pour eux, ils sont de bonne foi. Oui, mais le podarcis qui est devenu un nouveau lézard, c'est toujours un lézard. Oui, mais la nouvelle bactérie qui a évolué, c'est toujours une bactérie. Le moustique, c'est toujours un moustique. Parce qu'eux, ils réclament que le lézard se transforme en grenouille, en singe, en girafe. Parce qu'ils demandent à la science, et on en revient au sujet, ils demandent à la science ce que la science ne dit pas. Et c'est peut-être ça, être scientiste, c'est demander à la science ce qu'elle ne peut pas donner. Oui, ben là, vous avez en partie abouti à la réponse à la question qu'on posait au début, c'est-à-dire le scientisme se cache là où on ne l'attend pas. Le scientisme, il est vraiment dans le créationnisme, c'est-à-dire c'est mobiliser les sciences pour prouver le contenu littéral d'un texte sacré. Et les sciences, en quoi seraient-elles motivées d'abord pour ça, et en quoi pourrait-on les mobiliser pour ça, dès lors que prouver scientifiquement le contenu littéral d'un texte sacré, par exemple de la Genèse biblique, comme c'est le programme d'un certain créationnisme américain, ça ne peut pas être de la science, puisque ce qui est approuvé est déjà écrit dans le marbre. Il n'est pas question de remettre en cause le résultat qu'on va trouver. Donc du coup, tout de suite, la prétention à la scientificité s'écroule dans le créationnisme. Mais de même, prenons un créationnisme moins bête, un peu plus moderne. Prenons le créationnisme de l'intelligent design, par exemple. Ce créationnisme qui dit que la conception intelligente, c'est-à-dire que l'harmonie entre les formes et les fonctions dans la nature, ne peut être que le fruit d'une conception intelligente qui provient d'au-delà de la nature. Et qui utilise le nombre d'or, d'ailleurs, pour mettre de l'harmonie, entre guillemets. On entend souvent ça. Voilà. C'est pas une vanne. Cette conception intelligente, elle ne peut pas être scientifique parce qu'elle mobilise, dans l'explication scientifique, une entité qui peut tout et qui voit tout. Et qui donc forcément a réponse à tout. Oui. Et qui est postulée comme étant au-dessus de la nature. Depuis 2 siècles, je rappelle quand même que l'objectif des sciences, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement la nature par les seules ressources de la nature. Tout à l'heure, je parlais de matérialisme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement expliquer la nature. Le matérialisme, c'est ne pas confondre avec les gens qui veulent faire carrière dans la finance. Hein. Le matérialisme, c'est pas ça. En science, le matérialisme, c'est l'explication, c'est une méthode. Hein. C'est une méthode d'accès au monde réel. C'est-à-dire que l'expérience scientifique va tendre à modifier le monde réel de manière à ce qu'il réagisse. Et c'est par cette réaction, en comparant avec une situation modifiée, non modifiée, c'est par cette réaction qu'on va interpréter l'explication. Donc le matérialisme scientifique est un naturalisme. Expliquer les natures à partir des seules ressources de la nature, ça veut dire que vous ne mobilisez plus par contrat, dans l'espace du laboratoire, des explications qui seraient extra-naturelles par définition. Or le matérialisme, l'intelligent design américain, le créationnisme sophistiqué qui voudrait qu'on puisse au laboratoire mobiliser l'hypothèse d'une conception intelligente, si c'est compliqué, c'est que ça a été voulu comme ça, par une conception intelligente, ça c'est véritablement la mort de la science, parce que... C'est l'hypothèse ad hoc dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de rajouter une entité qui n'est pas... Pourquoi y a-t-il des vagues sur la mer ? C'est la Providence qui a pourvu aux vagues. Très bien. Pourquoi les feuilles des arbres sont vertes ? Mais c'est la Providence qui y a pourvu. Très bien. Pourquoi les chats ils ont des poils ? C'est la Providence qui y a pourvu. Très bien. Je veux dire, c'est pas la peine de commencer une manip. Vous avez toutes les réponses. Dès l'instant que ça explique tout, forcément, ça n'explique plus rien. Et voilà, c'est ça. Et donc, alors, je découpe parce qu'on va refaire... Le sketch de Fernand Reynaud ? Oui. On finit là-dessus, oui. C'est étudié pour. Ah, voilà. Vous connaissez le sketch ? Bien sûr, oui. Ah non, mais il faut le passer un jour. On mettra peut-être un lien, oui. C'est vrai que c'est une rhétorique imparable en plus. Ouais, c'est imparable. Le père qui répond à son fils dans le sketch, les jeunes générations ne connaissent plus Fernand Reynaud, mais pour illustrer, tout à l'heure on illustrait le déficit de parcimonie avec Kaamelott, là on peut réillustrer l'intelligent design avec le sketch de Fernand Reynaud. Le gamin demande, papa, pourquoi les vaches elles ont des cornes et que les chevaux ils en ont pas ? Ça, entre nous, c'est une question évolutionniste. Et le père, il sait répondre à aucune des questions savantes de son fils, et il répond systématiquement, mais c'est étudié pour. Et donc, mais l'intelligent design, c'est ça. À toutes les réponses compliquées que vous aurez à poser sur le monde, vous pouvez répondre, c'est étudié pour. D'accord. Alors, juste, on s'arrête là, on fait la deuxième pause. Et dans la dernière partie, on parlera du réductionnisme, qui est souvent, et l'autre gros mot qu'on balance à la tête des gens, lorsqu'on ne veut pas les traiter de scientistes, on dit qu'ils sont réductionnistes. C'est un peu plus gentil, mais à peine. Et puis on se posera la question de savoir, est-ce que les gens qui font de la science, est-ce qu'ils se posent suffisamment les questions de ce genre d'attaque qu'on donne à la science ? Voilà. Vlad ?
Eh bien voilà, donc effectivement, nous partons à la prochaine pause musicale. Je n'ai toujours pas pu poser la question que je devais faire remonter tout à l'heure. Tant pis, ce sera pour plus tard. Je viens de la poser pour la dernière partie. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit ? Absolument pas. Et la musique est déjà partie. Et il s'agit donc d'une reprise d'un morceau que vous connaissez, donc je ne vais pas l'annoncer, par Disturbed, chanté par l'exceptionnel David Draiman. C'était Disturbed. Et la chanson s'appelait comment ? Eh bien, il s'agissait de The Sound of Silence, repris par Disturbed et donc chanté par le très très bon David Draiman, comme je le disais. Et à l'origine, c'était Simon et Garfunkel. C'est ça. Je suis vraiment désolé les gens, mais ma question, qui n'était pas du tout celle que Mandax croyait, a été posée en off, donc vous ne saurez jamais de quoi il s'agissait. On trouve que c'est pas super intéressant. Moi, j'ai plus la stéréo dans mon casque. Hein. Ah oui, je me aussi. Et tout le monde aussi. Donc, Guillaume Lecointre, alors systématicien, etc. Machin, donc on a parlé de pas mal de choses. Et là, on aimerait donc revenir sur une des insultes ou des attaques qu'on entend à côté de l'attaque du scientisme. Oups, le son, ça fait bizarre aux oreilles. On va baisser un peu le son. Ton corps change, Loki, ce n'est pas ça. Là, c'est bizarre dans les oreilles. Donc oui, on entend donc scientisme dit comme une insulte, comme une attaque, et on entend aussi souvent « Ah là, qu'est-ce que vous êtes réductionniste ?» pour dire que le scientifique, il voit les choses par le petit bout de la lorgnette et en fait, il comprend rien. Alors, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « Arrêtez d'être réductionniste ». Est-ce qu'il faut l'être, est-ce qu'il ne faut pas l'être ? Voilà, bon courage, merci. Oui, non, parce qu'il y a des situations où le réductionnisme n'est pas justifié, il y a des situations où il l'est. Alors évidemment, tout dépend du contexte. Le réductionnisme consiste d'abord en première il y a des moments dans l'histoire des sciences où le réductionnisme est nécessaire, et il y a des moments où il devient encombrant. Et tout dépend à quel moment de l'histoire on se situe, en quelque sorte. Au tout début, au moment où un phénomène assez complexe commence à fournir ses premiers éléments d'explication à vos yeux, où vous pouvez en rendre compte par une somme d'éléments constitutifs tout petits, en tout cas, vous pouvez expliquer ce qui se passe à grande échelle à partir d'une somme de petits phénomènes à petite échelle. Au début, on est bien content de comprendre ainsi ce qui se passe. La question est de savoir si, au fur et à mesure que les connaissances croissent, on peut continuer à ne pas tenir compte des intrications des éléments entre eux. Bien sûr. Donc, il y a peut-être un moment où le réductionnisme est fécond. Il l'a été à une certaine époque de la génétique, par exemple, mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'est plus légitime en génétique. Je pense à la génétique, mais on pourrait avoir d'autres exemples. Et donc, un matérialisme intelligent aujourd'hui peut pratiquer, lorsque c'est le début d'une découverte d'un phénomène ou de l'explication d'un phénomène, peut pratiquer un réductionnisme fécond. Et puis, quand le champ de connaissances vieillit, eh bien, on pratique ce qu'on appelle un émergentisme. C'est-à-dire que, quand on dit qu'on est matérialiste, ça ne veut pas dire qu'on réduit les phénomènes de grande échelle à des sommes de déterminants, à une somme directe de phénomènes résultant de déterminants à petite échelle. Quand les systèmes complexes commencent à s'empiler les uns sur les autres, quand les systèmes se connectent entre les autres, le phénomène qu'ils rendent à plus grande échelle a des propriétés qui sont plus que la somme des propriétés des parties constituantes. C'est l'émergence. Ça, c'est l'émergence de nouvelles propriétés lorsque on intègre des systèmes entre eux. Et vous pouvez très bien être matérialiste et être non pas réductionniste, mais être émergentiste, c'est-à-dire vous postulez que les phénomènes que vous regardez à grande échelle dépendent évidemment de déterminants liés à la matière. Donc il y a toujours un déterminisme. La totalité des propriétés que vous êtes censé expliquer n'est pas directement explicable en termes de somme des propriétés des parties constituantes. Exemple, les états mentaux. Vous pouvez très bien travailler sur les états mentaux et être matérialiste, c'est-à-dire que vous supposez que votre état mental dépend de déterminants à l'échelle de la matière. Ouais. D'ailleurs, je sais que l'éthanol est un neurotoxique, que si je bois tout de suite 1 litre de whisky cul sec... ne faites pas l'expérience à la maison. Mais on est considéré comme un dieu.
Eh bien, je vais intoxiquer mes neurones à tel point que mes propriétés à plus grande échelle, c'est-à-dire les phrases que je suis capable de formuler et les idées que je suis capable d'articuler entre elles, eh bien, même cette propriété à très grande échelle va être altérée par le fait que j'ai altéré mes cellules à petite échelle. Donc, évidemment que les phénomènes psychiques à grande échelle ont des déterminants à petite échelle. Néanmoins, cela ne peut pas dire que les états mentaux sont directement explicables, appréhendables par des mouvements de molécules individuels. Donc, on peut... Voilà, donc ça c'est un petit exemple simpliste pour dire qu'on peut être, on peut travailler sur des phénomènes très intégrés comme les relations sociales, les relations économiques, les états mentaux, et puis se dire matérialiste, c'est pas pour autant qu'on est réductionniste. Mais voilà, parce que donc on est d'accord que le scientifique il n'est pas forcément réductionniste, mais non, dans la bouche des gens, j'ai l'impression qu'il y a deux options. Soit on est réductionniste, soit on est holistique, qui ressemble beaucoup à holy shit, comme j'aime beaucoup dire. Ça, ce sont les oppositions extrêmes, bien entendu que par moment... Alors, au cours de l'histoire d'une discipline, il y a des degrés divers de réductionnisme, et puis même au sein d'un même phénomène qu'on explique, il y a des parties du phénomène qu'on comprendra bien sur toute la chaîne des événements, de l'échelle la plus petite à l'échelle la plus grande, et puis d'autres parties qu'on comprendra moins bien. Les choses ne sont pas, tout noir, tout blanc. Oui, mais voilà, parce que donc il y a cette fausse dichotomie qui fait que lorsque des gens veulent accuser un scientifique ou quelqu'un qui est rationaliste d'être réductionniste, parce que dans leur esprit, on est ou bien holistique, parce qu'en général, ils sont sur cette pierre-là, ou bien on est en face, on est réductionniste. Ils oublient qu'il y a entre les deux toute la prise en compte de la complexité des interactions des différents parties d'un... Ce sont des oppositions forcées, en fait. Voilà. Ce sont des oppositions quasi idéologiques. Est-ce qu'on peut faire de la science par la bout de la lorgnette holiste, si je peux le dire comme ça? Peut-être qu'on peut décrire une partie des relations grande échelle par des approches holistes. Mais elles ne sont pas plus suffisantes, elles ne seront pas plus satisfaisantes si elles restent toutes seules que quand on pratique un réductionnisme tout seul de l'autre côté. Parce que le principe des sciences, c'est quand même d'isoler les facteurs pour essayer de comprendre la manière dont ils interagissent. À la base. Alors ça, c'est vrai, oui, isoler les facteurs, et parce que l'explication qu'on rend, si l'explication qu'on rend est à l'échelle des facteurs qu'on a isolés, bien sûr. On fait des boîtes noires aussi, on série, pour pouvoir sérier les questions, on série les phénomènes. Il y a des phénomènes qui temporairement sont mis dans une boîte noire. Bon, ça, je sais pas, dans cette boîte-là, je sais pas comment ça se passe, mais je sais ce qui en rentre et je sais ce qui en sort. Et mon explication, elle ne concerne pas l'intérieur de la boîte, elle concerne ce qui se passe en bout de chaîne après que la boîte est agie. Alors, là, du coup, est-ce que c'est être réductionniste, est-ce que c'est être holiste? Ça dépend si on se place dans ou hors de la boîte, finalement. Si vous avez compris ma métaphore de la boîte, ça veut dire que la bonne posture, c'est d'être ni l'un ni l'autre. La bonne posture, c'est de rendre l'explication à l'échelle où elle est légitime. Voilà. À l'échelle d'observation, là où elle est légitime. On peut conclure qu'à l'échelle à laquelle on s'est placé au départ. Le réductionnisme ne serait pas légitime s'il est, l'explication d'un phénomène extrêmement intégré, extrêmement combiné, extrêmement complexe, par la réaction d'un de ces tout petits éléments constitutifs. Par exemple, si j'osais, je dirais que ça serait faire ça que de dire la conscience est expliquée par la physique quantique. Voilà, la conscience est expliquée. Ça, c'est un réductionnisme quantique. Voilà. Dire que il y a un gène de l'homosexualité ou un gène de l'intelligence, ça c'est un réductionnisme génétique absurde. C'est pas de la biologie d'aujourd'hui, ça, bien sûr. Donc on sait bien que les réductionnistes, ils existent, il y en a, et comme les scientifiques, ils sont pas forcément là où on pense qu'ils sont, en fait. Oui, je sais pas à qui vous faites allusion là. Mais en l'occurrence, les Deepak Chopra et compagnie, les gens qui considèrent que la conscience existe dans l'univers et que les phénomènes quantiques sont la preuve que la conscience existe hors du cerveau, par exemple. Voilà. C'est des gens là qui font le lien direct entre la physique quantique et la conscience, qui sont deux phénomènes mal expliqués, l'un très intégré, l'autre très élémentaire, mais qui seraient liés par la simple vertu qui se ressemblent du point de vue de là où on est. Il y avait Diclorien. Oui, ça c'est Star Wars. D'accord. Enfin voilà. C'est toujours intéressant au final, la réponse au scientisme et au réductionnisme, elle se ressemble. C'est que c'est pas forcément ceux qu'on soupçonne de l'être qu'ils sont pour de vrai. Je suis d'accord avec ça. C'est amusant. Ouais. Et du coup, j'en arrive à
la dernière question, à la dernière partie, qui est de... Donc, on a discuté ensemble là, de ce que c'est que le scientisme. Globalement, peut-être que d'autres auraient des réponses différentes, auraient des définitions différentes. Je pense qu'on est quand même sur un socle qui m'a l'air assez solide. Comment, dans le monde scientifique, dans le monde académique, que moi je connais un petit peu, mais bon, je suis plus dedans depuis quelques années, est-ce qu'on a conscience de ces questions-là? Est-ce que c'est des choses... voilà. Est-ce qu'on travaille là-dessus pour essayer, notamment la question de la démarcation entre ce qui est de la science et ce qui n'en est pas je réponds tout de suite à la question. Oui. La difficulté que nous avons, nous les scientifiques, c'est que nous laissons à d'autres, la plupart du temps, le soin de parler, des règles du jeu qui régissent le cœur méthodologique des sciences. Je ne parle pas de la couche sociologique, je parle de ce que Bourdieu appelait l'architecture mathématique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prouve, quelle est la mécanique de la démonstration. Et je ne parle pas des mécaniques locales, je ne parle pas des épistémologies locales, celles de la sociologie, celles de la biologie, celles de la chimie, etc. Non, je parle d'un socle commun. Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier une affirmation de scientifique? Les scientifiques, finalement, ne se préoccupent pas tellement de ces questions, alors qu'elles sont socialement vives aujourd'hui, dans l'espace de la classe, où des élèves vont se mettre à contester les contenus des enseignements scientifiques face aux enseignants. Et donc, savoir ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas, et pourquoi c'est légitime en République française d'enseigner des sciences à l'école, ça c'est arbitraire, on l'a choisi en 1792, Condorcet prévoit dans son projet républicain d'enseignement que le citoyen acquérera ses capacités à jouir de ses droits et à exercer ses devoirs par la raison. Condorcet, c'est un penseur des Lumières et il va miser sur la raison plutôt que de miser sur la superstition ou sur la suggestion de l'individu à la personne du roi. Lui, il va miser sur la raison. Et la citoyenneté, elle va être médiée par une capacité de raison dont il sait très bien qu'elle n'est pas égale chez tous les hommes, mais néanmoins, il tire tout le monde vers le haut en proposant ça comme programme scolaire. Comment on le justifie ça auprès des élèves qui refusent? C'est un pari philosophique. Alors, dans l'espace de la classe aujourd'hui, ne sachant pas que l'espace de la classe est un espace politique dans lequel on a prévu que les sciences seraient propices finalement à forger ce citoyen que Condorcet appelle de ses souhaits parce que ces sciences mobilisent la raison, eh bien, il est important que les enseignants aujourd'hui sachent dire à des élèves en quoi les sciences sont légitimes comme explication rationnelle et collective du monde réel, pourquoi elles sont efficaces, si on cherche effectivement à expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Parce qu'après tout, on pourrait vouloir le faire autrement. Mais on a des enseignants qui sont désemparés dans les classes à l'heure actuelle. Il y a des élèves qui, comme tu as dit, qui refusent les enseignements. On a des cas de radicalisation, donc là c'est plutôt religieux, etc., dans les classes. Et les profs, ça se construit, parce que c'est un peu nouveau, mais ils ne savent pas quoi répondre. Justement, c'est là que la formation intervient. C'est que on parlait d'un scientifique qui ne se mêle pas trop d'épistémo. Il faudrait que les scientifiques s'en mêlent, et il faudrait qu'ils soient mobilisés pour aussi aider les enseignants à mobiliser les bons arguments, à la fois épistémologiques pour ce qui est du registre de la scientificité, comment est-ce qu'on sait que quelque chose est scientifique ou pas, et politique, pourquoi est-ce que les sciences, finalement, elles sont enseignées à l'école? Parce que ça, on ne se pose pas la question, mais il y a des pays où on n'enseigne pas les sciences à l'école, et certaines sciences en particulier, les sciences de l'évolution, par exemple, on a décidé de ne pas les enseigner. Bon, je ne vais pas répondre à la question de savoir pourquoi, mais en tout cas pas tout de suite, puisque l'émission va se terminer. Mais oui, alors les scientifiques laissent aux épistémologues professionnels, ils laissent aux sociologues et ils laissent aux philosophes le soin de dire ce qu'est la science. Et je serais d'avis je serais d'avis à ce qu'ils y contribuent. Non, il ne s'agit pas d'interdire, bien sûr. C'est pas remplacer, mais c'est apporter. Il ne s'agit pas d'empêcher les philosophes, les sociologues et les épistémologues de parler de ce qu'est la science, mais il s'agit simplement de davantage faire contribuer les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les scientifiques, à ce genre d'affirmation. Ce genre de travail, quoi. Du coup, on arrive à la relation entre philosophie et science, et c'est la question que j'ai posée en deux mots pendant la pause, donc je la repose là pour qu'elle soit clairement et distinctement dite, parce que je vais articuler. Avec l'œil surveillant, bienveillant de Vlad. Oui, Vlad, mais non, c'est pas celle-là, on l'a posée tout à l'heure. C'est quelle est la relation entre science et philosophie. Mon point de vue,
en tant que sceptique, moi je suis tout à fait ouvert au fait que mon avis est faux et que je puisse en changer, mais c'est que la science est à l'intérieur de la philosophie, c'est une branche particulière de la philosophie. Dans l'histoire des sciences, on a commencé par avoir des philosophes, et puis la science est arrivée, a été une invention des philosophes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier la science dans ce monde-là, si tant est que cette vision-là a un sens? C'est quelque chose de fascinant, la science, de passionnant, parce qu'effectivement, les sciences sont nées en philosophie, elles s'enracinent en philosophie. Par exemple, elles ont les sciences, les attendus cognitifs dont j'ai parlé tout à l'heure, les règles du jeu, là, elles font des postulats, elles font des paris philosophiques. Elles parient au moins que là dehors, dans le monde réel, il y a de la matière. Alors, les sciences ne disent pas tout est matière. Oui. Elles disent ce dont je sais m'emparer pour tester le monde réel, c'est la matière ou ses propriétés émergentes. Et donc, ça, c'est un pari philosophique, enfin, c'est un postulat, on va dire, philosophique. Il y a un postulat aussi de raison. Il y a un postulat d'universalisme double, dont on a déjà parlé, l'universalisme de la matière et l'universalisme de la raison humaine, enfin de la rationalité humaine. Et donc, oui, il y a bien des racines les sciences sont bien philosophiquement enracinées. Pour autant, et c'est là qu'elles ont quelque chose de particulier, c'est que les sciences, dans les résultats qu'elles rendent, ne sont pas philosophiquement mues. C'est-à-dire que les scientifiques collectivement organisés aujourd'hui, tels que la profession existe aujourd'hui, je ne parle pas des scientifiques d'il y a 3 siècles. Hein. Il y a 3 siècles, les sciences se faisaient dans le giron de la religion. Hein, donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais si je parle des sciences de maintenant, le collectif professionnel des sciences n'est pas intentionné sur le plan philosophique. Il n'y a pas un résultat qui va sortir parce qu'il est philosophiquement recevable ou pas. On entend l'accusation être portée malgré tout. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il y a des chapelles et compagnie. Non, mais bien sûr, mais 9 fois sur 10, enfin, les scientifiques, ils posent le résultat sur la table et ils vous disent arrangez-vous avec ça, quoi. Arrangez-vous avec ça, et puis si vous n'êtes pas content avec, c'est pas vous qui allez le réfuter, ça sera un test qui passera par le crible des attendus cognitifs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'où l'intérêt du réductionnisme, c'est-à-dire le scientifique, il est responsable de son résultat. Il est quoi, vous dites ? Il est responsable, il garantit son résultat à lui, pas forcément tout ce qu'on va intégrer autour. Oui, il le garantit, mais quand bien même aurait-on été biaisé au départ, quand bien même le dispositif expérimental aurait-il été inspiré par des déterminants idéologiques, religieux, culturels, économiques, sociaux, de toute façon, c'est le filtre collectif qui va annihiler les particularismes locaux ou les biais locaux. Les déficits d'objectivité, ils vont finalement être annihilés par le filtre collectif. Au bout du compte, c'est sacrément optimiste, les sciences. C'est que non seulement nous ne sommes pas intentionnés sur le plan philosophique, mais nous produisons quelque chose qui est un produit collectif, qui aura, du fait qu'il soit collectif, annihilé les particularismes, les biais dont on a parlé, et au bout du compte, non intentionné philosophiquement, mais contraignant quand même. C'est-à-dire qu'en fait, comme ce qui est produit collectivement, du coup, c'est passivement contraignant. Il faut vous lever de bonne heure pour aller me prouver que la Terre n'est pas plate. Il faut vous lever de bonne heure pour aller prouver que l'évolution n'existe pas. Il faut vous prouver de bonne heure. La Terre est plate, en fait. Oui, pardon, j'ai dit le contraire. Non, mais localement, ça marche. Localement, ça marche. Voilà. Non, mais vous m'avez compris. Donc, effectivement, là on est sur quelque chose de fascinant et difficile à comprendre. Les sciences qui s'enracinent en philosophie, mais qui en même temps, telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, ne sont pas philosophiquement prescriptrices, tout en étant contraignantes. Contraignante, ça veut dire qu'une philosophie qui voudrait adopter des postures complètement contraires à ce que dit la science, pour gagner de sa crédibilité, il faudrait quand même c'est plus difficile tout de même. Mais d'ailleurs, c'est de plus en plus, enfin, il me semble, j'ai pas une culture philosophique très grande, mais il y a de plus en plus de scientifiques qui s'adossent à ce que la science moderne fait maintenant. Qu'on réfléchit davantage à la manière dont les résultats vont migrer vers la société et inversement. Comment est-ce qu'on doit se poser des questions sur le monde ? Est-ce que le scientifique il est dans sa bulle isolée, ou est-ce que la philosophie elle apporte des choses sur comment on se pose des questions ? Oui, alors
Les scientifiques ne sont pas isolés. À aucun moment, on leur demande de faire ne pas être isolé de la société, c'est faire de la diffusion des connaissances, c'est confronter, c'est faire ces résultats une fois qu'ils sont corroborés, c'est les divulguer de manière plus simple pour le plus grand nombre, pour qu'ils soient compréhensibles par le plus grand nombre. C'est discuter des conséquences de ces résultats aussi, mais à l'échelle, là pour le coup, à l'échelle individuelle, pas tant à l'échelle collective. Et puis, être au monde en tant que scientifique, c'est finalement partager la connaissance pour laquelle on a de l'enthousiasme. Et d'ailleurs, on est payé avec vos impôts pour ça. On n'est pas seulement payé pour produire des résultats, on est aussi payé pour les divulguer. Donc c'est normal, c'est un retour sur investissement, si je peux me permettre une expression malheureuse. En fait, on vous rend le service pour lequel on vous a prélevé de l'argent. C'est un service public. La science est un bien public. Et c'est déjà beau comme ça. Alors après, si on va sur le terrain du débat qui concerne les applications, là c'est autre chose. Parce que quand on dit application, on dit débouché économique. Quand on dit débouché économique, on dit secret. Les dynamiques sont complètement différentes. Et c'est plus vraiment de la science au sens de production de connaissances, pour le coup. Donc c'est un débat qui est un peu shifté par rapport au débat qu'on avait ce soir. Oui, ça reste de la science et ça reste de la technoscience. Parce que finalement, les attendus cognitifs dont on parle, ils sont mobilisés, mais ils sont mobilisés dans un objectif c'est ça. Inversé. C'est-à-dire que les sciences fondamentales, si je peux me permettre une simplification, elles fonctionnent comme un cône ouvert devant vous. C'est-à-dire que vous avez une question posée et vous avez toute une collection de réponses possibles face auxquelles vous êtes en général bien disposé à admettre l'une ou l'autre. Mais le cheminement que vous allez faire depuis la question posée jusqu'à la réponse, on ne sait pas encore laquelle, ce cheminement, il n'est pas prévu à l'avance. Il peut errer, il peut se tromper, il peut revenir. D'où l'importance des sciences fondamentales et non appliquées, parce que c'est un autre débat. C'est intéressant d'en parler un jour, sciences fondamentales, sciences appliquées. Mais en l'occurrence... Alors que les sciences appliquées, c'est l'inverse. Le cône, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout est un objectif ici et maintenant pour atteindre un objectif qui est déjà fixé à l'avance. Oui. Et donc, la logique la logique du cheminement, je ne vais pas dire la logique toute seule, c'est la même logique qui est utilisée, mais le cheminement n'emprunte pas la même logique. C'est plus de l'ingénierie. L'objectif n'est pas le même, en fait. Voilà. Mais les sciences sont mobilisées, la science est mobilisée pour deux objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que en fondamental, comme vous l'avez dit, c'est l'avancée des connaissances objectives. Et dans l'appliqué, c'est l'aboutissement à un procédé qui, la plupart du temps, aura un débouché économique. D'accord. Donc, en gros, les impôts servent aussi à ce que la science progresse. Ne l'oublions pas, même si c'est trop cher. Je pense que c'est la fin on arrive à la fin. Alors, est-ce que un mot de la fin, un conseil, quelque chose qu'on aurait un petit peu passé trop vite, sur quoi est-ce que tu voudrais insister autour de la question du scientisme ou de la science oui, il y a deux ou trois conclusions. Le scientisme, on l'a dit assez souvent là ce soir, n'est pas toujours là où on le croit. C'est-à-dire que les religions qui ont besoin de la science pour se promouvoir sont scientistes. Elles demandent aux sciences de faire quelque chose qu'elles n'ont pas à faire. Elles ne sont pas faites pour ça. Il y a un spiritualisme scientiste qui voudrait que tout soit expliqué ici et maintenant par la science, parce que ça les rassure, ces gens-là, que la science explique tout, alors que précisément la science tire son activité du fait qu'elle n'explique pas tout. Si on avait tout expliqué, j'arrêterais de bosser. Il faudrait encore l'expliquer aux jeunes générations. Ça laisserait le travail pour les... Oui. Et même encore pire, les affirmations scientifiques sont légitimes. Enfin, pire pour eux, c'est très bien pour moi, mais les explications scientifiques sont légitimes du fait qu'elles sont questionnables, qu'elles sont réfutables, et donc qu'elles sont périssables. Mais oui. Allez dire à quelqu'un que la légitimité de l'affirmation scientifique vient du fait que l'affirmation en question est périssable, potentiellement. C'est contre-intuitif. Les gens veulent des réponses définitives, et bien souvent, ils reprochent à la science de ne pas répondre de ne pas apporter la réponse définitive qu'ils voudraient avoir. Mais justement, il faut savoir quoi demander à la science. Le monde du spiritualiste scientiste, c'est un monde où tout doit être expliqué. La science explique tout ici et maintenant, et lorsqu'elle ne le fait pas, parce qu'on attendait qu'elle le fasse, lorsqu'elle ne le fait pas, on la récuse de ne pas le faire. Et donc, on bouche les trous de l'inconnu avec ce qu'on appelle le dieu des trous, ou les superstitions.
qui viennent combler des trous intolérables, parce que finalement, ce sont des gens qui sont angoissés face au monde et qui demandent aux sciences de les rassurer sur un monde qui les angoisse, alors qu'elles ne sont pas faites pour ça. En revanche, le monde vu par les scientifiques, c'est l'inverse. C'est non pas tout est expliqué ici et maintenant, c'est tout est potentiellement explicable par la science selon certains moyens. Mais quand je dis que c'est potentiellement explicable, c'est une posture de pari, c'est un pari optimiste. Ça ne veut pas dire que tout est expliqué. D'ailleurs, le scientifique sait très bien que tout le monde, là, dans le monde réel, tout n'est pas expliqué, sinon il n'aurait pas de travail à faire. Et je vais juste terminer par la métaphore du ballon. Vous gonflez un ballon gonflable, il augmente son volume. L'intérieur du volume, c'est ce qui est expliqué. L'extérieur du ballon, c'est ce qui n'est pas expliqué. Le plastique du ballon, à l'interface entre l'expliqué et l'inexpliqué, c'est l'activité du scientifique. Nous sommes sur le front entre l'expliqué et l'inexpliqué, et nous défrichons en quelque sorte. Eh bien, plus vous gonflez le ballon, c'est-à-dire plus vous connaissez de choses, plus la surface de contact entre l'expliqué et l'inexpliqué augmente, c'est-à-dire plus il y a de questions à poser. Il y a une dimension peut-être fractale dans la manière dont la science progresse, à savoir qu'il y aura peut-être potentiellement toujours la même proportion d'inexpliqué par rapport à ce qui est expliqué. Même pire, honneur à Charles Darwin qui disait « plus on sait de choses en science, plus il y a de questions à poser ». C'est-à-dire que ça aussi c'est contre-intuitif, plus on a d'explications scientifiques sur le monde, plus ces explications génèrent de nouvelles questions. Voilà. Donc plus on sait, plus on avance dans la science, plus on sait à quel point on était ignorant et à quel point on l'est encore. Il y a quelque chose en rapport avec l'effet Dunning-Kruger là-dedans aussi. Mon petit mot de la fin sur les enjeux éducatifs de tout ça. Pourquoi Ducrot des carcasses, comme dirait l'autre, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il des scientifiques qui s'intéressent à divulguer vers le public ce que c'est que la science? Parce que ce n'est pas un enjeu tellement pour les laboratoires, c'est surtout un enjeu scolaire. C'est un enjeu citoyen. Dans la République qu'a prévu Condorcet, les sciences contribuent à forger un citoyen qui mobilise son savoir, mobilise sa raison, au moins avec un socle commun de représentation de ce qu'est là dehors le monde réel. On ne peut pas faire société commune, on ne peut pas faire de vivre ensemble, la formule est à la mode en ce moment, on ne peut pas faire de vivre ensemble là dehors si on n'a pas une représentation minimale commune du monde réel. Et dans le projet républicain, qui est celui de la République française, la science, sans avoir été faite pour ça, sans avoir été voulue pour ça, il se trouve qu'elle contribue passivement au projet républicain de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, en France, légitimement, on enseigne des sciences à l'école. Enseigner la façon dont on fait les sciences, c'est se donner les moyens de faire en sorte que dans l'espace de la classe, les sciences soient préservées des contestations d'origine religieuse ou idéologique. Donc c'est important aussi. Elles ont aussi ce rôle-là dans l'enseignement. Je pense que c'est un beau mot de la fin. On va s'arrêter. Je vous invite à voir les ouvrages de notre invité parce que M. Lecointre a écrit pas mal de bouquins sur l'évolution, sur les sciences, etc. Dont un que je t'ai offert pour Noël. Oui, il va faire un bouquin sur l'évolution de M. Lecointre. Donc n'hésitez pas parce que c'est... Je le rappelle. Voilà, c'est pub. Oui. Toutes ces questions sont abordées aux éditions matériologique.com. Si vous tapez sur votre moteur de recherche, matériologique avec un s.com, c'est une maison d'édition de sciences et de philosophie des sciences. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui voudraient creuser les questions qu'on a abordées ce soir. Qui est très 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 bien. J'ai failli sortir un livre chez eux, mais je l'ai pas fait. Mais oui, disons que pour le même livre, le seuil l'a accepté. Du coup, j'ai préféré parce qu'il était plus gros. Ah, c'est vous. C'était moi. Ah, c'est vous. Et voilà. Oui, à vous prendre. Oui, mais j'étais flatté, mais j'essaierai de revenir avec un autre ouvrage bientôt, j'espère. Donc, voilà, et on partagera aussi, on l'a déjà fait, mais on repartagera les conférences de Guillaume Lecointre sur la science et sur les limites de la science. Et ça reprend un peu des éléments qu'on a dit là, mais c'est intéressant. Et nous, on se reverra dans 15 jours. On aura pour inviter Serge Brett-Morel, qui est un ancien astrologue, qui est devenu très sceptique par rapport à ça, qui a beaucoup étudié l'astrologie, et qui va venir nous expliquer à quel point vous n'avez pas idée à quel point c'est encore plus bête que ce que vous pensez que c'est, l'astrologie. Même moi, qui suis beaucoup plus mesuré dans les choix de mes mots que Mandax, je dis bête aussi. Non, parce que voilà, il y a plein de manières de voir l'astrologie, mais la manière dont
dont Serge va vous montrer comment les astrologues calculent les choses et prétendent comprendre les trucs, est totalement découplé du monde réel de l'astronomie à un point que c'est inimaginable. C'est vraiment édifiant. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Loki, tu as un mot de la fin ou... Ah non, je veux juste remercier les gens aujourd'hui ce soir pour ne pas nous avoir engueulés, parce qu'on aurait éventuellement mal écrit scientologie. Oui, c'était scientisme ce soir, c'était pas scientologie. On en parlera peut-être de la scientologie un jour ou l'autre. Il ne faut pas confondre tout. Voilà. Vlad, un mot de la fin ? Scientisme, ouais. Oui, non, c'est... Un mot de la fin. Eh bien, je remercie les gens du chat qui se sont posé des questions sur la légitimité scientifique de la musicologie et qui m'ont forcé à me découper en deux entre Monsieur Lecointre et ma discipline. C'était très très difficile. Mais on va essayer d'avoir mais merci beaucoup. On va essayer d'avoir un épisode à un moment donné, peut-être avec un musicologue que tu connais, pour parler de ça, pour parler de l'approche scientifique des disciplines qui, a priori, vues de dehors, n'ont pas l'air d'être de la science. Et on évoquait la sociologie, il y a plein de choses comme ça qui... Savez-vous que j'ai contribué moi-même à un programme de recherche en musicologie. On a fait la systématique musicale avec le musée. Magnifique. Je pense que Vlad est amoureux de l'idée. Ah oui, totalement. Et il va vous en reparler, ça, Monsieur Lecointre. Ah, c'est certain. On a fait un arbre du qui partage quoi avec qui dans les registres musicaux et on en a mesuré la verticalité de l'héritage des musiques. Génial. C'est de la phylogénie musicale, bref. Donc ça, c'est au musée ? Hein ? C'est au muséum ? Avec des collègues, Sylvie Lebaumin et Evelyne Daillard, les anthropologues de chez nous et les ethnomusicologues de chez nous, on a travaillé sur les musiques du Gabon, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une expo par rapport à ça ou quelque part ? Non, c'est un papier qui est en train de sortir, là. Ah, c'est récent. Bon, alors on ira voir ça, Vlad, on parlera certainement. Ah oui. Vu que là, on a biologie, musicologie, rien sur Lovecraft ? Non, histoire que moi j'ai mon petit cadeau ? Non, pas du tout. Oui, parce que le troisième larron de l'équipe, Loki, illustrateur, est féru et érudit de l'œuvre de Lovecraft. Bon. Ah, d'accord. Il faudrait faire de la phylogénie des personnages de Lovecraft. Par exemple. Ah, itérer, tout ça. Les anciens. Bon, chers amis, il est temps de vous laisser. C'était très très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je pense que le public a beaucoup apprécié, et nous aussi. Donc au plaisir de vous réinviter un jour ou l'autre. On vous dit donc à dans 15 jours. Passez une bonne soirée et revenez sur Radio Campus Lorraine tôt ou tard. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.